Dans un monde alternatif où l'animation court un grand danger, notre équipe a pour mission de trouver les ultimes animés. Cette lourde tâche consiste à désigner les élus qui auront l'honneur de trôner au panthéon de l'animation, ce dont parlent toutes les prophéties, les Ultimates. Quand on lance un anime, tout le monde le regarde. Télé ou les mangas s'immiscent dans ta vie. Qui est-ce qui binge watching tous les soirs sur Netflix? Qui regarde tous les animes, même le soir dans le climat. Alors, regarde si on n'a pas de retard quand on lance un anime. Bonjour et bienvenue dans Ultimates, votre émission spin-off de stop motion qui vous parle de séries d'animation. Aujourd'hui, bande de gredins, on écume l'espace à la recherche de primes, le tout en costard et avec du jazz. Bonjour Ista, comment vas-tu ? Eh bien bonjour Nero, ça va bien. Et toi, es-tu content d'être dans l'espace sur le coup ? Chaud patate pour cette... moi très content, hein, chaud patate pour cette virée à deux dans l'espace. On part aujourd'hui à la poursuite d'un gros morceau. Ouais. Malheureusement, on ne sera que deux. Oui. Aujourd'hui, Claire ne sera pas disponible pour cet épisode d'Ultimates. Elle fera bien les Ultimates avec nous, mais pas pour cette session-ci. Donc, on pense fort à elle, on lui fait des gros bisous, mais ça sera pour la prochaine. C'est marrant que tu dises session, parce que les épisodes s'appellent des sessions dans Cowboy Bebop. Et peut-être que c'est fait exprès. Peut-être. Cowboy Bebop, qu'on a annoncé il y a très longtemps. Désolé pour ce petit retard. Hein. Stop Motion ne s'est pas arrêté, mais Ultimates... Voilà, pour diverses raisons, on a mis un peu de temps à revenir dessus. Ouais, c'est un peu... ça prenait du temps, quoi. Ça a pris du temps. Mais ça a pris un peu de temps, on a eu des trucs d'emploi du temps, tout ça, c'était plus facile de faire avancer stop motion. Voilà. Mais voilà, on n'a jamais voulu lâcher Ultimates. Ah bah non. Donc aujourd'hui, Cowboy Bebop, une série SF, action, j'ai vu Space Western aussi dans les tags, néo-noir, tout ça. Plutôt méconnu. Moi, j'ai lu que Watanabe, il aimait pas les étiquettes. Donc, faut dire, c'est un animé. Voilà. On va pas mettre des étiquettes, on va juste mettre des hashtags. Ouais, du coup, comme tu viens de le dire, c'est créé et réalisé par Shinichiro Watanabe et c'est produit par les studios Sunrise. Donc, on connaît pour plein de choses, notamment Gundam. Alors, pour le petit synopsis, au sein du vaisseau spatial le Bebop, 4 trublions affamés au caractère bien trempé se mènent la vie dure pour survivre entre leurs missions de chasseurs de primes et magouilles diverses. Pour compliquer le tout, plusieurs éléments de leur passé respectif vont venir chambouler leurs enquêtes et leur vie plutôt tranquille. Ista, oui. Comment est-ce que tu as découvert la série ? C'est quoi ton rapport à cette série ? En fait, c'est compliqué parce que je m'en souviens plus. Sur le coup. Super. En fait, j'ai un doute. Ça commence bien. Parce que j'ai un doute, est-ce que c'était à l'époque parce qu'il y avait, tu sais, Canal+, il passait beaucoup des animés et tout à l'époque, vers 17... Début 2000, genre les FMA, les GTO et compagnie. Et je me demande s'il y avait pas, je sais pas s'il y avait Cowboy Bebop, il me semble qu'ils y étaient, mais je ne sais pas du tout. Moi, je sais qu'à l'époque, bon, c'est pas le sujet, mais à l'époque, c'est là-dessus que j'ai découvert du coup GTO et FMA. Mais il me semble pas avoir vu Cowboy Bebop là-dessus. Bien sûr, moi j'avais découvert d'autres trucs, Excel Saga, c'était vers 17h et tout là. Ouais, il y en avait plein d'autres. Ouais, tu rentrais de l'école et t'avais ça, c'était cool. Mais Bebop, ça me dit rien du tout. En tout cas pour cette émission. Sinon, soit c'est ça, soit c'est... à l'époque, j'avais un pote qui me gravait des CD avec des épisodes d'animé. Et il y avait peut-être du Cowboy Bebop dessus. En vrai, voilà. Mais en vrai, je pense que j'ai juste vu quelques épisodes, mais que j'ai jamais vu la série en entier. Ok. Moi, j'ai pas découvert tout seul. Enfin, c'est à peu près au lycée. Je pense que c'est plusieurs personnes qui ont dû m'en parler, où j'ai dû tomber sur des choses aussi un petit peu par moi-même. C'est à l'époque où je commençais à remater pas mal du coup d'animés par moi-même, parce qu'avant ça, c'était, je tombais sur des animés, je les regardais, mais je n'avais pas forcément accès. J'avais pas internet avant ça, tout ça, donc c'était un peu plus difficile de tomber sur des animés. Moi, en général, je regardais ce qui me tombait sous la main, quoi, mais je cherchais pas forcément à en découvrir. Donc c'est un peu plus au lycée, voilà, les recommandations, tu commences à voir des trucs qui passent à la télé, tout ça, donc FMA et compagnie, donc je commence à creuser un peu. Mais j'ai jamais regardé vraiment au lycée, j'ai pas regardé du tout. Ouais. J'ai découvert les Zik surtout, et en fait, ça fait un peu partie comme des séries un peu comme Evangelion, dans les incontournables, qu'on m'a dit de voir absolument, je devais me pencher absolument dessus.
mais j'ai eu du mal à franchir les premiers épisodes. Ouais, Du coup, je suis d'accord. finalement, c'est les séries que j'ai vues assez récemment en entier, et j'ai beaucoup apprécié, hein, mais je crois que c'est série de Shinichiro Watanabe qui m'a un peu débloqué. C'est du coup Samurai Champloo que j'ai pu voir et terminer avant. Ouais. Et comme il y a des structures similaires, une approche similaire de certaines choses, il y a des bons... je sais pas, ça m'a débloqué, et du coup en revoyant Cowboy Bebop, c'est passé un peu plus. Puis j'étais un peu plus mature, entre guillemets. Ouais, ça aussi. Mes goûts ont un peu évolué, j'avais d'autres attentes dans l'animation, tout ça. Et je sais pas, ce coup-ci c'est passé, j'ai surkiffé quoi. Parce que moi aussi, sur le coup, j'ai vu Champloo avant Cowboy Bebop aussi, hein, sur le coup. Champloo, à l'époque, j'avais les coffrets, les DVD et tout. J'ai vraiment tout regardé. Par contre, Bebop, ouais, c'est juste des bribes par-ci par-là, quoi. Par contre, le deuxième point que je vais faire avec Evangelion, que j'avais commencé un peu... ça a un peu démarré au lycée, mais c'est un opening inoubliable et des zik ultra cultes et tout. Ouais. Et c'est vrai que par exemple, il y a quelques musiques que j'ai découvert au lycée, parce que c'est une époque, peut-être, je suis sans doute pas le seul, hein, où j'avais des petites compiles d'OST et de zik en tout genre, notamment de l'animation, pour m'accompagner dans mes trajets, et il y avait 2-3 morceaux de Cowboy Bebop qui en faisaient partie, quoi. Donc c'est aussi une de mes portes d'entrée vers Cowboy Bebop, où j'avais un rappel régulier qui me disait qu'il faudrait vraiment que je mate cette série. Donc de temps en temps, j'avais un petit rappel qui passait comme ça, où je me dis, c'est vrai que Cowboy Bebop, elle est restée longtemps sur ma liste, que ce soit l'intro, enfin l'opening Tank, le morceau Rush, Past Lion, Rain, enfin voilà, il y en a plusieurs, ça m'accompagnait de temps en temps, et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait un de ces jours, il faudra vraiment que tu te penches dessus et que tu ailles jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc voilà, pas vraiment une grosse histoire avec, hein, c'est plutôt une histoire assez récente, mais quand même content de l'avoir apprécié entièrement en la matant la première fois, et pas ne pas avoir passé un mauvais moment, quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la prod ? On peut, ouais. Qu'est-ce que tu as un peu pour nous je sais pas si tu as des infos sur l'origine du projet, sur l'œuvre originale. Ouais. C'est une œuvre originale, Cowboy Bebop, si je me trompe pas. Oui, c'est une œuvre originale, ouais, sur le coup, qui n'est pas adaptée d'un manga ou quoi, ouais. Déjà, j'ai noté une citation de Watanabe. Donc Shinichiro Watanabe, qui est le créateur et réalisateur. Voilà, de la série. Mais je crois que c'est pas l'initiateur du projet, je crois. Je crois qu'on était le débauché, c'est pas ça ? Ah ouais, en fait, c'est Sunrise qui a demandé... ils ont été le débauché, ils voulaient un truc avec des vaisseaux spatiaux, parce qu'il y a les Star Wars qui allaient arriver, en fait. L'épisode oui, le Star Wars, ouais. La prélogie. La prélogie, ouais, sur le coup. Et quand ils se sont dit, il va y avoir, tu sais, ils vont vendre plein de vaisseaux, des machins, faudrait qu'on fasse un animé avec des vaisseaux spatiaux, quoi. Donc, pour vendre des produits dérivés, ouais, voilà. Et du coup, ils sont allés chercher Shinichiro Watanabe, voilà, qui lui a lancé un peu ce projet a développé ce projet avec les contraintes qu'on lui avait données, quoi. Oui, voilà, clairement. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Au début, ils se sont dit, c'est quoi ça, etc. Sur le coup, on va jamais pouvoir vendre des jouets à des gamins avec ton truc. C'est ça, ouais. Il y a eu un peu de ça, ouais. Et c'est quoi la fameuse citation, du coup, que tu voulais nous partager avant que je te coupe ? Ouais, il dit juste, alors, si vous voulez faire de l'animation, c'est important de regarder beaucoup de choses qui ne sont pas des animés. Sinon, tout va se ressembler, il sera difficile d'y voir de l'originalité. L'originalité, c'est essentiel. Je tire beaucoup mon inspiration du cinéma et de la musique. Je suis d'accord, et puis ça se sent dans ce qu'il montre dans sa série. Bah, clairement. Parce qu'en fait, moi... C'est sûr. En fait, à la base, lui, il veut être réalisateur, pas spécialement d'animé, en fait. Sur le coup, lui, son but, c'était d'être réalisateur, en fait. Et donc, en fait, lui, ouais, il est très inspiré du cinéma, etc. Et en fait, il est allé dans l'animation parce qu'il y avait une légende, en gros, que si t'allais dans l'animation, tu pouvais vite devenir réalisateur. Ce qui n'est pas vrai du tout, mais c'est... Ouais, non. mais c'était... voilà, c'est ce qui se disait à l'époque. Voilà. Ok. Cowboy Bebop aussi, ça vient aussi d'une lignée un peu... parce qu'en fait, c'est un peu des... En fait, en gros, dans les années 80, il y a eu les fameux... Ça se séparait en deux. T'avais les animés... plus grand public et tout à la télé, tu vois, et t'avais les OAV en DVD qui étaient des trucs hyper gore, machin et tout. Beaucoup plus adultes. Beaucoup plus On adultes. avait un peu introduit en parlant de Ninja Scroll. Avec Ninja Scroll, ouais. Et il y a eu l'origine, voilà, du format adulte, du format hentai et compagnie. Voilà. Et en fait, il y a eu une série qui a révolutionné ça à la télé, c'est Evangelion, justement, dont on parlait tout à l'heure. Qui est, c'est une série adulte, quoi, sur le coup, qui a une cible plutôt adulte. Ou ado, adulte, quoi, enfin, mais qui a bien fonctionné, tu vois, et en fait, Cowboy Bebop, ça s'inscrit dans cette lignée-là, quoi, sur le coup, c'est pas un truc pour les gosses, quoi, c'est un truc plus adulte. Mais avec la démarche de Watanabe, le fait de s'inspirer de plein d'autres choses pour pas que ton médium à toi se ressemble, voilà. Ça m'évoque, bon, c'est vrai qu'on en parle souvent, désolé, hein, mais ça m'évoque un petit peu Satoshi Kon, hein. Quand tu vois ces films, t'as pas l'impression de voir des films d'animation, d'avoir des ça dans l'animation, ouais. D'avoir des rêves de l'animation sous le nez et de penser à l'animation en fait. Ouais.
Puis d'ailleurs, après, ouais, t'apprends que plein de réals de cinéma sont inspirés de lui, etc. Bon, ouais, clairement. Mais c'est bien que, du coup, de vraiment mélanger ces inspirations, ces références pour Ouais. ça vienne de partout et pas constamment ressasser le même terreau, en fait. Ouais. Au fur et à mesure, tout se ressemble, quoi. Tu peux nous dire un petit peu sur quoi il a bossé, monsieur Watanabe Alors, avant Cowboy Bebop, il a supervisé des œuvres comme Armor Hunter Mellow Link, Obatarian ou Gundam 0083 Stardust 100, Ouais. 101, je crois que c'est ça. Ouais, j'allais dire, c'est encore un mec qui a bossé sur Gundam de mémoire. Ouais, Gundam, quoi. Il y a tellement de gars qui ont bossé sur Gundam, c'est tellement gros là-bas. Par contre, c'est lui qui a décidé d'aller chez Sunrise, sur le coup, de ce que j'ai. Parce qu'à l'époque, ils étaient connus pour faire des œuvres originales et pas des adaptations. Ok. Il a co-réalisé les OAV de Macross Plus. Oui, juste avant, ouais, ça Juste j'avais avant, vu ouais. aussi, ouais. C'est ça, en fait, c'est parce que ça m'a les vraies réalisations, c'est Cowboy Bebop. C'est fou. Mais avant, il a co-réalisé Macross Plus. Mais Macross Plus aussi, qui est vachement basé sur la musique et tout, donc. Ouais, de toute façon, la série Macross, la musique, elle aussi, elle est importante dans la série Macross. Souvent, elle est liée à l'histoire et tout. Ouais. Moi, la seule série Macross que j'ai vue, c'est Frontier, et Frontier a la zik est vraiment au centre de l'histoire, quoi. Ouais, voilà. Ça fait partie du plot. Faudrait que je vois, du coup, Macross Plus, ça pourrait être intéressant si Watanabe qui a taffé dessus. Oui, Macross Plus, ouais, on le fera, je pense. Moi, j'ai les DVD et tout. Sur le coup, c'est très cool de le faire. Ouais, ça balance des trucs. Bah, cette expérience-là lui a fait enfin, il a rencontré des gens et qui sont venus après bosser avec lui sur Cowboy Bebop, sur le coup. Et notamment le scénariste Keiko Nobumoto, qui ensuite va l'aider aussi, va bosser avec lui sur Samurai Champloo et sur Space Dandy. Et aussi la compositrice Yoko Kanno. Yoko Kanno, ouais, faudra qu'on parle un peu plus tard, qui est un incontournable de la composition japonaise. Hein. Ouais, bah clairement. Hein. Bah Cowboy Bebop, en tout cas, c'est chef-d'œuvre, quoi. Sur le coup. C'est ouf. Ouais. Une grande dame. Je sais pas si t'as des petites infos à nous donner sur la production de manière générale, sur les producteurs du coup qui sont Sunrise globalement, sur un peu comment s'est déroulé le projet. Du coup, c'est eux qui sont allés chercher Watanabe, qui lui ont proposé tout ça. Mais à la base, voilà, c'était pour prendre des jouets, des vaisseaux, des figurines et tout. Et d'après ce que j'ai vu, ça c'est pas bien, c'était pas de leurs attentes finalement, parce que c'était pour un public plutôt jeune. Et finalement, il s'avère que Cowboy Bebop ne vise pas un public jeune. Et ils ont dû un peu revoir leur. Je crois que le projet à un moment, il a eu un peu de plomb dans l'aile et ils ont dû s'associer à une autre boîte, je crois, pour spécialiser dans la figurine plus adulte. Ils ont coupé le financement à un moment pendant la prod du 4e épisode, sur le coup. Je crois qu'ils ont dû trouver des financements notamment chez une autre boîte qui spécialisait elle dans les figurines beaucoup plus adultes pour vendre justement des figurines plus adultes. Ouais, bah c'est peut-être ça. Parce que enfin moi dans ce que j'ai lu c'était un peu bizarre parce qu'ils disent ouais Bandai coupe le financement et après ils ont été repris par Bandai Visual. Donc je sais pas si c'est une autre branche. Je sais pas. C'est ça. Ouais. C'est une firme de Bandai mais qui est spécialisée normalement dans les figurines. Du coup pas pour enfants quoi, pas pour un jeune public quoi, mais plus pour un public de collectionneurs en fait. Ouais. D'accord. Avec une bourse plus conséquente pour s'acheter des figurines un peu plus quali, etc. quoi. Et en plus de toute façon c'est des personnages qui visent clairement un public un peu plus âgé. Hein, ouais. Le truc c'est que ouais, en fait ce qu'il voulait faire Watanabe en fait c'était un hommage à tout ce qui lui a donné envie de devenir réalisateur en fait. Donc les films de Bruce Lee, les films policiers et les films noirs et les films de John Woo. Tu vois. En gros, c'est un peu ce que t'as. Hein. Sur le coup, quand tu vois Spike qui se bat, c'est du Bruce Lee. Quand t'as le côté noir. Ouais, d'ailleurs, je crois que pour Spike, il y a des mouvements qui sont calqués directement sur certains combats de Bruce Lee, il me semble. Ouais, c'est son style de combat. Je sais plus, je l'avais noté, je crois, mais je le trouve plus là. Mais c'est exactement son style de combat, ouais. C'est un nom d'un art martial, je sais plus comment c'est. Ouais, non, ça remonte trop, je ne sais plus du tout ça par contre. Sachant qu'il a développé le sien, il a développé son école et tout, donc on va pas dire de bêtises, mais en tout cas voilà, c'est Bruce Lee, c'est pour les combats corps à corps, c'est la grosse. Ça j'ai vu que c'était la grosse référence. Il y en a d'autres, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Ouais. Pour les inspirations de Spike, non une que tu connais et qu'on cite souvent. Oui, je pense que je sais de quoi tu parles. Mais ouais, c'est un film, c'est une série qui est blindée de refs. Mais ce que j'ai apprécié, c'est pas j'ai pas eu l'impression de regarder un Ready Player One ou d'autres séries ou des séries ou des films qui vont te faire un clin d'œil régulier pour te dire wink wink, t'as vu, est-ce que t'es à la ref? Bah en vrai je pense qu'il y en a, mais après moi j'ai pas vu beaucoup de films japonais, donc je sais pas. c'est sûr qu'il y en a, mais j'ai pas eu l'impression que tous les quarts d'heure, parce qu'il y a des refs qui sont évidentes, hein,
l'épisode sur Alien et tout. Enfin, Oui, ça, oui. mais j'ai pas eu l'impression d'être dans le clin d'œil forcé, plus dans l'hommage Ouais. et dans le bah regardez, c'est cool, on s'est inspiré de ça, on a voulu mettre ça, et puis voilà, j'ai pas l'impression qu'on mettait des coups de coups toutes les 3 minutes, quoi. Ouais. Mais vraiment que c'était intégré à l'univers et digéré par le réal et puis par toutes les équipes qui ont travaillé dessus et qui apparemment Watanabe, il leur a laissé une certaine marge de manœuvre créative. Il a laissé ses équipes apporter pas mal de choses. Vraiment, c'est une de ses méthodes de travail, même sur Samurai Champloo et tout. Est-ce que tu as d'autres infos pour nous Ouais, j'ai noté que dans les animateurs, il y a Toshihiro Kawamoto au character design qui fondera plus tard le studio Bones. Bones qui fait notamment en ce moment My Hero Academia. D'accord. Ouais, donc petit studio méconnu. Ouais, voilà, tout petit studio. Une petite prod. Stylé. Sinon, j'ai des trucs sur la diffusion aux États-Unis notamment. Non, au Japon aussi. Attends. Ça a été diffusé par TV Tokyo à partir du mois de juin 98. Et ils ont diffusé les épisodes 2, 3, 7 à 15 et le 18. Et après, les autres épisodes, ils étaient jugés comme trop violents. Donc ils les ont pas diffusés. Et pour conclure la série, ils ont fait un épisode avec des compilations d'extraits et une voix off. Et la série, elle a fait un flop de ouf sur le coup. Donc ça, c'est la première diffusion. C'est l'épisode X ou pas? Parce que j'ai vu que... Ah, je sais pas ça. Il y a 26 épisodes, mais sur certains sites, on peut voir qu'il y a un 27e. Ouais. Je crois que c'est l'épisode X, un truc comme ça, et c'est peut-être celui-là, du coup, peut-être l'épisode compile. Bah, ça doit être ça, ouais, parce que ça y ressemble en tout cas, hein, sur le coup. J'ai vu qu'il a été pas mal censuré, même au Japon, je crois qu'il y a un épisode qui a été censuré. Ouais, bah là, je parle au Japon en fait. C'était TV Tokyo. Ah, ok, je parle Là, c'est la première diffusion au Japon. Ok. Ah, je pensais que tu parlais pour les US parce que là, j'aurais pas été étonné. Ah ouais, même au Japon, c'était sévère, quoi. Bah, je pense que c'était à une horaire, tu vois, genre 17h ou un truc comme ça, et ça allait pas, je pense. Tu vois. Bon, les enfants, c'est l'heure du goûter, on va regarder un super animé. C'est ça. On va passer de Doremi et de Heidi à Cowboy Bebop. Parce que là, après, il y a eu... Donc là, c'était en juin. Après, la même année, en octobre, c'est la chaîne qui s'appelle WoW, W-O-W-O-W, sur le coup. Donc une chaîne par satellite qui a diffusé l'intégralité de la série, mais c'était programmé après minuit. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc vraiment un horaire tardif pour les plus courageux. Et... Ouais. Okay. Mais ça a eu du succès. Oui, Là, c'est à partir de là que ça a marché, en fait. Et après, la France a été le premier pays à diffuser la série, après le Japon. Ok. En 2000, donc 98-2000, il y a eu 2 ans quand même. Et ouais, et sinon après, bah, c'est sorti en 2001 aux États-Unis, et bon, il y a eu beaucoup de censure parce que il y a eu le 11 septembre. Ah oui, bah, notamment l'épisode Bomber, là, avec Teddy Bomber, là. Voilà, celui-là. Il y a aussi Sympathy for the Devil parce qu'il y a le mec qui tombe d'un immeuble. Oh là là. Tiens, mais il y a eu des censures débiles, genre dans Teddy Boomer, là. À un moment, t'as Jet qui est déguisé en hippie, et il a une feuille de cannabis sur son t-shirt. Ils l'ont enlevé et ils ont mis un symbole de paix dessus. Bon, ça va, mais bon, c'est qu'une feuille de cannabis, les gars, faut se calmer. Ouais. Vous allez vous en remettre. Ah, ça me flingue. Ouais, ils ont déprogrammé plusieurs épisodes. Et bah, celui aussi, c'est Walt for Venus où il y a un détournement d'avion aussi qui a été déprogrammé. Ah là là. Bon, ça peut peut-être se comprendre après le 11 septembre, mais bon, tant qu'à faire, autant pas sortir la série tout de suite, autant attendre. Et... Bah, surtout que la sortie, en fait, la série, elle est sortie juste avant, genre le 1er septembre, un truc comme ça, tu vois. Ah. Tu vois, ouais, donc chaud quoi. T'as calé, toi, qu'il y avait 3 mêmes vieux dans plusieurs épisodes? Oui. Ouais. Et en fait, ouais, bah, la petite rêve, c'est qu'il s'appelle Antonio Carlos Jobim. Et en fait, Antonio Carlos Jobim, c'est un musicien brésilien qui a créé et popularisé la bossa nova. Voilà. Ouais, c'est blindé de références à énormément de trucs. Franchement, on pourrait faire un épisode où on parlerait 1h30 de toutes les refs. Bah oui, clairement. Juste des refs. Sans même aborder l'histoire de la série, des personnages et tout, on pourrait juste parler des refs, mais non, on ne va pas faire ça. On va pas faire ça. Non. Allez sur un wiki, je sais pas trop quoi, si vous voulez toutes les refs, nous on va pas s'atteler à ça. Ah oui, et la philosophie de Watanabe, c'est chaud dans le tel. Voilà. Bah écoute, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, sur le coup. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en général. Ouais. Et c'est que j'avais déjà défendu notamment en abordant la série Clone Wars. Ouais. De Monsieur Tartakovsky, qui, j'ai l'impression, a quand même aussi cette philosophie-là dans sa série, quoi. Ouais. Bah, moi, ça me plaît, parce que bon, quand t'as visuel, autant le montrer, quoi. Bah, je trouve, moi, qu'en ce moment, on explique trop de trucs dans tous les derniers films, les dernières séries, machin. De ouf. Et c'est vrai que c'est... Les gars, on est devant un film, on est devant une série, montrez-nous. Ouais, et puis toi, tu te fais ton histoire à toi dans ta tête, tu vois. Enfin, t'es pas... Ouais, et puis il y a plein de choses visuellement que tu peux montrer, texto. Ouais, bien sûr. Après, oui, ça coûte moins cher de faire du dialogue, hein, toujours. Mais bon. C'est sûr. Pour certaines prods à plusieurs centaines de millions de dollars, bon, il n'y a pas l'excuse, hein, tu pourrais faire un truc cool, quoi. Ouais, mais je trouve que, tu vois,
même quand t'as fini la série Cowboy Bebop, t'as toujours du mystère en fait sur certains trucs. T'as des trucs que t'as pas les réponses, tu vois. Et c'est beau. Mais ouais, c'est pas grave, tu vois. Enfin. Non. Et alors que j'ai l'impression que maintenant il faut vraiment tout expliquer, il faut que t'aies toutes les réponses de partout et il faut plus laisser de mystère en fait. Je suis parfaitement d'accord. Et j'ai eu ça dans un film encore récemment, en voyant le Magicien d'Oz de Raimi, qui passe son temps à justifier plein de trucs par rapport au premier Magicien d'Oz, à expliquer des trucs, à faire plein de clins d'œil et tout. Et ça sert à rien, les gars, ça sert à rien, c'est nul. Montrez-nous des trucs nouveaux. On s'en fout de connaître les origines de tous les persos et tout, on s'en bat les reins. Franchement, c'est inintéressant au possible. D'accord. Est-ce que tu veux passer au film avant qu'on digresse un peu trop et que je crache mon venin? Alors déjà, ça n'est pas un film. Au film, pardon. J'ai tellement l'habitude avec cette motion. Est-ce que l'on passerait pas à la série? On peut, ouais. Aux choses sérieuses. Du coup, la série. J'ai envie de te poser une question parce que je me suis posé cette question. J'ai vu que peut-être d'autres personnes s'étaient posé cette question aussi sur le net. Qu'est-ce qui te vient à l'idée de suite si je te dis Cowboy Bebop? Par où commencer, tu vois? C'est juste des mots comme ça? Ouais, juste une idée, un mot. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis Cowboy Bebop là, tac au tac? Parce que... En plus, j'y ai pensé tout à l'heure sur le coup, mais je sais plus parce que j'aurais dû les noter les mots que j'ai pensé, mais je sais que j'ai pensé à Inclassable sur le coup. Ouais. Mais j'en avais deux autres. Ah oui, c'était Intimiste aussi parce que en fait, je trouve que dans la série, en fait, par exemple, le truc dans Sympathy for the Devil, il te parle que la Terre, elle a été touchée par la Lune qui est tombée sur la Terre, machin. En fait, t'as des trucs énormes, mais ça se concentre que sur les personnages, en fait, que sur leur quotidien, parce qu'ils font leurs petites aventures et tout. Puis en plus, ils réussissent rien du tout. Sur le coup, c'est un peu nul, mais enfin. Mais ouais, je trouvais qu'il y a un côté intimiste, quoi, où en fait, tu vois, leur quotidien dans le vaisseau. Pour nous, ça pourrait paraître extraordinaire parce que c'est dans le futur, mais tu te concentres vraiment sur les personnages et ça les rend crédibles. Parce qu'ils existent, ces personnages. Voilà, clairement. Mais par exemple, tu vois, le truc de la Lune et tout, tu pourrais faire une série entière là-dessus, en fait. Avec un background comme ça, bah oui. Mais au final, tout le temps, ça reparle une fois et puis fini, quoi. Et ça, je trouve que c'est une bonne manière d'instaurer du lore. Parce qu'on va te faire un épisode sur une track et avec un personnage, on va te raconter du lore, mais sans qu'on s'apitoie trop dessus. Ouais. Et ça va te permettre d'avoir des morceaux de puzzle pour toi connecter un peu l'univers globalement, pour comprendre globalement ce qui se passe, sans forcément trop en savoir, parce que t'as pas besoin d'en savoir plus, pour comprendre tout ce qui se passe. Ce qu'on veut te montrer, et puis après toi pour imaginer derrière, c'est pas impossible, mais ça fonctionne. Bah ouais, en fait c'est complètement différent des codes du shonen où tu vas commencer avec un personnage et tu vas évoluer avec lui, tu vas voir tout ce qui se passe dans sa vie, machin. À travers son aventure. À travers son aventure, tu vois tout par ses yeux. Mais en fait, là, on arrive au moment. En fait, ils ont déjà passé les persos, ils ont déjà vécu des trucs et tout. T'as pas une ligne rouge directrice continue en fait. Ah bah pas du tout. C'est des pointillés. Ouais. Avec des petits sauts comme ça de temps en temps, et puis hop, tu sais pas combien de temps il se passe entre leurs deux aventures, des fois quelques mois, quelques semaines, 2-3 jours, un an, je sais pas, et puis hop, tu reprends. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, non mais t'évolues pas avec eux en fait, toi t'as plus un œil extérieur sur le coup, t'es pas... T'es extérieur, mais t'es dans leur intimité. Voilà, c'est ça, ouais. Et de par leur qualité, je vais revenir un peu dessus, mais de par leur qualité et leurs défauts, je trouve que ces personnages, ils existent parce qu'ils sont tout aussi touchants qu'agaçants parfois. Mais agaçants parce que ils sont humains en fait, ils ont les mêmes travers que toi tu pourrais avoir, la flemme de faire à bouffer, lui il te saoule, casse-toi, là on s'entend pas trop, on vit dans le même appart, j'en sais rien, on est en coloc, tu me saoules, bon je vais prendre l'air. C'est que des trucs en fait, il y a plein de petits soucis concrets qu'ils ont malgré qu'ils soient des chasseurs de primes et tout quoi. Et la thune, ils sont fauchés. Ah bah fauchés tout le temps. Et puis dans les premiers épisodes, ils loupent toujours ils arrivent pas sans le coup. Les mecs ils sont hyper forts mais ils ont jamais de cul, ils font de la merde, Spike il se laisse emporter par sa fougue, par ses principes et ça fout la merde tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui est bien c'est que Faye et Jet sont pareils. Ils ont leur qualité, mais ils ont leur travers qui leur joue des tours aussi, quoi. Ah bah clairement. Je trouve qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est ça qui est bien. Après t'as oublié Ed aussi, il y a Ed aussi dans l'équipe. J'ai pas encore abordé Ed, ouais. Mais on va revenir sur les persos un tout petit peu plus tard, mais Ed, je trouve qu'il est moins comme ça, justement. Yel est moins comme ça. Ouais, mais c'est une fille, hein.
Il me semble qu'ils disent quand même que c'est une fille. Bah en fait, j'ai vu que elle était appelée elle sur certains wikis et compagnie, mais c'est quand même un perso androgyne. Il s'appelle, enfin, elle s'appelle Edouard. Elle est considérée comme une fille, mais dans la série, ils finissent par, on sait pas. À la toute fin, ouais. Au début, Ils sont pas sûrs et ils s'en foutent. ils disent t'es une meuf, t'es une femme et tout. Enfin, t'es une fille. À un moment, elle lui dit Faye. Même son père, il a pas l'air sûr. Oui, son père, il est donc, pas sûr, c'est vrai à la fin. Ouais. Ouais. Mais parce que moi, j'ai lu qu'à la base, il voulait en faire vraiment un petit garçon. Ok. Et que, bah non, sur le coup, mais à la base, en fait, il avait pas du tout le. Ouais, mais attends, enfin, je vais en reparler après. Je vais en parler après parce que je sais que. Tu sais de qui est inspiré le personnage et tout, tu sais ça? Non, je sais pas. Mais si tu veux, on revient dans quelques minutes sur les persos. Ouais. Je refais un petit tour global un peu de Cowboy Bebop et puis on va se pencher un peu sur les persos parce qu'il y a des trucs cool à dire. Ouais, clairement, ouais. Du coup, moi, je me suis un peu posé la question quand on a décidé d'en parler. Lors de la préparation de l'épisode, je me suis un peu creusé la tête, genre comment aborder la série, tout ça. Cette série qui est complètement atypique. Il y en a quelques-unes comme ça. Déjà, un film, c'est compliqué des fois de trouver un angle intéressant ou un angle qui va te parler pour aborder un film. Alors, une série de ce genre, on pourra s'arracher les cheveux, quoi. Ouais. Et je me suis posé la question sur ce qui m'a touché. Et moi, du coup, quand je pense à Cowboy Bebop au tac comme ça, je vais penser enquête néo-noir et je vais penser musique. Ouais. Musique jazz, classe. Musique jazz, ouais. Parce que moi, tout ça, ça m'évoque aussi, comme tu disais tout à l'heure, un peu quand je creuse un peu l'intimiste, tout ça, quelque chose de feutré, mais un peu sale, avec l'aspect un peu noir, polar. Ouais, clairement. Et voilà, cette ambiance, pour extrapoler, néo-noir, la musique jazz, blues, qui donne des vibes, qui suintent la classe, la mélancolie. Et le passé qui plane toujours sur nos protagonistes. J'adore l'aspect rétro SF, mélangé à tout cet imaginaire du western, tout dans un environnement hyper vivant. C'est ancré dans le 20e, mais ça se passe au 21e siècle. Ça se passe en 2071, exactement. On a des persos hauts en couleur, avec des qualités certaines, des défauts, comme on le disait. Et voilà, je trouve que c'est un gros morceau, cette série. C'est un sacré melting pot. D'ambiance, de style, on parlait de cinéma, de musique. Je pense qu'on va peut-être enfoncer des portes grandes ouvertes déjà, pour les gens qui connaissent un peu Cowboy Bebop. Oui. Mais voilà, quelle série, l'ambiance elle est folle. Ça pose. Je pense que ça a posé beaucoup de choses, je pense que ça a été un jalon. Clairement, ouais. Un curseur dans les séries animées, dans la série japonaise tout court même. Ouais. Autant le storytelling que la technique et tout, c'est ultra fou, c'est ultra. Faut vraiment regarder cette série et c'était un pur plaisir à découvrir. C'est bourré de qualité, l'animation elle est très poussée, je sais pas ce que t'en as pensé, bien plus qu'à l'accoutumée par rapport aux séries de l'époque. Ah bah, ce matin je me suis maté le Pierrot le Fou et l'animation elle est folle dans celui-là. Sur le coup c'est vraiment basé sur l'animation plus parce qu'il n'y a pas une histoire de ouf non plus celui-là. Mais celui-là ouais, putain ils ont mis les potards à fond quoi, sur le coup. Ouais ça bouge de ouf. Très poussé. Ouais. Il y a un détail, il y a plus de frames notamment que... J'ai calé même qu'il y a des petits détails, parce qu'on apprend vers la fin que Spike, il a un œil en moins. Oui. Et en fait, il y a un moment, quand Pierrot le Fou, il meurt, là, tu vois qu'il y a un œil qui bouge et l'autre qui bouge pas, si tu regardes bien, en fait. Mais moi, j'avais pas calé, tu vois, la première fois. Et ça, c'est teasé un peu plus tôt. Je vais y revenir après, tiens, il y a un petit détail à un moment. Ah ouais ? Ok, j'ai pas calé. Ouais. Non, mais c'est fait exprès, c'est les petites choses qui sont disséminées petit à petit. Et moi, c'est en le revoyant que je me suis dit, ils ont commencé là-dessus. Ah d'accord, ok. Il y a plein de détails comme ça, il y a une fluidité dans le mouvement, il y a beaucoup plus de frames qu'à l'accoutumée, il y a beaucoup plus de détails qui est apporté à l'animation, même les vêtements, les parties du corps, les bras, les mains, les cheveux, la fumée, enfin c'est juste fou quoi. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il semblerait que vraiment que Shinichiro a laissé une certaine liberté à ses équipes créatives. Oui. Par exemple, la création de Ain, j'ai appris que Ain, du coup, le chien, Ah ça j'ai pas trop d'infos. le corgi, Ouais. apparemment c'est un des membres qui était fan de corgi et ils se sont dit pourquoi pas. D'accord. Bah écoute. Apparemment, d'après mes infos, ça partirait de là. Bah des fois ça part de rien. Et du coup, Ain le chien, j'ai forcément pensé à Einstein de Back to the Future. Einstein. Ah ouais, j'ai pas pensé. Mais oui, c'est pas con. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, Possible. on peut noter aussi une utilisation du numérique avec la 3D pour certains mouvements de caméra et des décors, les planètes, les stations orbitales, les effets spéciaux de gates, des portes. Les portes, ouais. C'est assez novateur et précurseur, et c'est pas dégueu pour l'époque. Bah moi ça m'a pas choqué dans ce que j'ai vu là. Là sur Netflix, là en 1080, ça a un peu vieilli, Ouais. mais je pense que c'est la compression dégueulasse de Netflix qui fait ça. Peut-être ça aussi. Hein. Ouais. Mais franchement, pour l'époque, c'est grave stylé et des séries d'animation qui commençaient vraiment à mettre de la 2D de la 3D petit à petit. Et là, ils s'en sortent bien et ils l'ont utilisé de manière judicieuse, je trouve. Ouais. Donc voilà, une série qui prend son temps, qui dit ce qu'elle a à dire et pas plus, ce qui est fort appréciable.
Il y a rien de plus, moi je trouve, agaçant pour moi qu'une histoire qui veut pas se finir. Donc une série qui raconte vraiment ce qu'elle a envie et qui a une fin, c'est plutôt chouette. Ouais, tu sais qu'à la base, les producteurs, ils étaient pas trop pour, tu vois. Ça les faisait chier que la série ait une fin prévue et tout. Parce que dès le début, hein, il a prévu, Watanabe, que ça se finisse, que ce soit une fin fermée, pas une fin ouverte, et que ça bouge pas plus, quoi, sur le coup. Et eux, ça les a emmerdés un peu, mais bon, au final, ils ont laissé faire quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils ont calé un film entre 2 épisodes et pas après, justement. Ouais, Ils n'ont pas eu le choix. Bah oui, sinon c'est Parce qu'il y a compliqué. un film. Entre le 22 et le 23, je crois. J'aime bien, parce que c'est vrai que c'est peu commun de faire ça, parce qu'en général, ils veulent tirer sur la corde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui regarde et qui lise le manga. Oui. C'est bien d'avoir une fin, d'avoir un storytelling avec une fin. Oui, prévu depuis le début, tu sais où tu vas, etc. Exactement. Est-ce que l'auteur de l'Attaque des Titans sait où il va? Non, je rigole. Je sais pas. Là, pour l'instant, je suis à saison 3, donc je reprendrai la 4, un de ces 4 là, mais je sais que ça va vers du Gundam. Non, mais je plaisante parce qu'il y en a, ils disent non, parce que il y en a, ils disent il a prévu tout depuis le début, et puis il y en a, ils disent mais non, et tout. Donc je sais pas. Sur le coup. Bref. D'après ce que j'ai lu, ça ne prévaut pas pour tout le monde, bien sûr, mais c'est assez rare, je crois, chez les mangaka. De toute façon, surtout quand t'as des séries qui s'étalent sur 20 ans, c'est assez rare que... Souvent, tu définis des grandes lignes, apparemment, mais de toute façon, tu prévois jamais tout. Il y a plein d'événements qui vont chambouler ton histoire. Ouais, c'est ça aussi. Je pense que tu peux prévoir dans les grandes lignes, sachant que lui, sa série, elle s'inspire beaucoup de Gundam, d'Evangelion et tout, entre autres. Tu peux peut-être deviner un peu vers où ça va aller, mais il y a que lui qui pourra nous répondre. Ouais. Et toi, dire avec One Piece, comme quoi Oda, il sait très bien c'est quoi le One Piece et qu'on l'attend toujours, mais bon, je sais pas, est-ce qu'il sait vraiment, tu vois, Ah, peut-être, ça, je sais pas, je suis pas du tout, mais ça aussi, c'est faisable, tu vois, ça se trouve, il sait, mais ça marche encore, donc il va continuer, et puis, et peut-être il sait, que les producteurs derrière, ils sont en mode, parce que je crois que ça marche encore très bien, One Piece, donc les producteurs derrière, ils doivent être contents. Ça marche très bien, c'est un des mangas les plus populaires, actuellement. La moula, elle a l'air de couler derrière, donc pour l'instant, ça pose pas problème, quoi. Ouais. Je te propose de passer un petit peu au perso après avoir écouté déblatérer ce que j'ai fait sur le cœur. Cowboy Bebop, ça nous montre un peu on va suivre les pérégrinations de 4 personnages au total, principalement. Donc on va avoir Spike Spiegel, qui est, je vais pas dire le héros, mais le perso central, le chasseur de primes, Dandy, un artiste martial, fin tireur, ancien membre du syndicat de la pègre du Dragon Rouge. Je crois que c'est surtout nous qu'on a tellement d'habitude, tu vois, qu'il faut qu'il y ait un personnage principal, qu'on le met comme personnage principal, mais c'est pas forcément... Je suis pas sûr que ce soit forcément le personnage principal, en fait, sur le coup, Spike. Bah moi, je dirais que c'est le perso principal, parce que c'est un peu plus souvent lui qu'on va suivre, et que les 4-5 épisodes dans lesquels il y a plus de narration, ils sont centrés autour de son histoire. Ils sont centrés autour de son histoire, bien sûr, ouais. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pas dit le héros. Ouais. Plus le perso un peu plus principal que les 2 autres. Ouais. Même si pour moi, c'est un trio. Bah, moi, je pense que Watanabe, il l'a pas pensé comme ça, en tout cas. Je pense qu'il a pas pensé en vraiment, c'est le personnage principal de ma série. C'est une équipe, quoi, sur le coup. Parce que t'as des épisodes où c'est que centré sur Faye, des épisodes où c'est que centré sur Jet, tu vois, donc t'en as moins sur Ed, donc... Mais comme la série, elle se sur Spike et qu'elle se termine sur c'est ça. Spike. Oui, elle se termine sur Spike, ouais. Après, c'est vrai, oui, que bon, tu sais... Je suis pas à l'histoire des autres sans Spike, en fait. Ouais, bien sûr. Mais bon, oui, on peut considérer que c'est pas vraiment le personnage principal. En tout cas, ils sont 3. Lui, on va dire qu'on va le voir un peu plus que les autres, quoi. Ouais, bah, clairement. Bon, après, c'est quand même le mec qui est au milieu sur les affiches ou des trucs comme ça. Ouais. Il suit un de la classe, donc... Ouais. Ancien camarade de Vicious et amant de Julia. Il est inspiré par un gros personnage de culture pop japonaise, Japanimation et du manga. Ah bon ? Créé par Monkey Punch. Ce que tu vas deviner. Oui, bah c'est Lupin. Lupin the Third. Ouais, donc une des inspirations, voilà, c'est Lupin. Bah clairement, mais en fait, ça m'a frappé quand je l'ai lu. En fait, je l'avais pas calé avant. Et quand j'ai lu, après, je me suis dit, mais oui, mais regarde comment il marche. Il met les mains dans les poches et il bouge. Comment il bouge comme Lupin, en fait. Puis sa tenue. Ouais, la tenue aussi, ouais. Mais il est aussi inspiré, une de ses grosses autres inspirations. C'est un grand acteur japonais qui est parti beaucoup trop tôt, malheureusement, il est décédé à 40 ans. Oh, c'est Yusaku Matsuda, connu, un de ses plus grands rôles, un de ses plus, on va dire, je sais pas grand rôle, mais en tout cas un des films les plus connus dans lequel il a joué, c'est Onimaru, de Yoshishige Yoshida, et il a également joué dans Black Rain de Ridley Scott. Donc si vous tapez le nom de cet acteur sur le net et que vous allez voir des photos, bah c'est clairement c'est Spike.
Vous le voyez en coaster avec une clope, c'est Spike. C'est ça. S'il avait fallu faire un live à l'époque... Ouais, une version live de Cowboy Bebop, bon, on l'a eu, mais bon. je sais pas si on en parlera, moi je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Pas. Les comparatifs m'ont suffi. Ouais. Mais voilà, apparemment c'est un très très chouette acteur japonais, donc je n'ai vu aucun film avec lui. Apparemment il a fait des trucs très chouettes et je suis curieux. Il est ultra charismatique. D'accord, ok. Parce que moi je connais pas non plus. Ça me dit rien. J'irai revoir un petit peu. Et ça promet peut-être des petites pépites sympathiques. Ensuite, on va passer à Jet, Jet Black. Elle s'appelle Black, ça sur le coup je savais pas du tout. Ça fait vachement de nom d'alcool, hein, Jet. Bah après, c'est parce qu'il y a Jet 27 et tout, mais Jet Black, ça fait nom d'un bon whisky quand même, je trouve. Ah oui, attends, Spike, il y a un truc. Vas-y. Donc, il est. Parce que moi j'ai noté aussi, il est adepte du. Donc, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Il est adepte du Jet Kundo, qui est l'art martial de Bruce Lee. Jet Kundo, ok. Et son œil, donc il a un œil en moins, sur le coup, c'est un désir de Watanabe de faire du personnage un borgne, comme beaucoup de personnages de western spaghetti à l'époque, en fait. Ok. Ah ouais, ça fait sens. Ah oui. J'allais dire, il était peut-être fan de Berserk aussi, hein, puisque Guts a un œil en moins. C'est vrai. Il a un bras en moins, et Jet a un bras en moins. Enfin bref. C'est vrai. Ça. On va tout ramener à Berserk à chaque fois. Ouais, ok, d'accord. Bah, en plus, c'est un pur perso de western aussi. Hein, Ah bah clairement. Spike. Ah ouais. Bah, c'est un cow-boy. De toute façon, c'est quand même des cow-boys, non? Ils disent que c'est des cow-boys. Ils ont un comportement de cow-boy. De toute façon, même le couple là de cow-boys, chasseurs de primes, Oui. animateurs télé qui Ouais. animent leur émission de chasseurs de primes, ils sont habillés en cow-boy tout le temps. Ils sont inspirés, eux, d'un spectacle de marionnettes en Angleterre qui cartonnait de ouf à l'époque. Voilà. Ah, des bars. Ils ont les noms des personnages là, du spectacle de marionnettes. Attends, mais il y a des références pour tout, c'est fou. Ouais. Ouais. Jet Black, partenaire de Spike, ils se connaissent, ils taffent ensemble depuis 3 ans, je crois, au début de la série. Oui, ils le disent, je crois, à un moment, ouais. Propriétaire et constructeur du bebop surtout. Ancien flic qui est raccroché, possède aussi des parties bioniques sur son corps, comme Spike. Hein. Spike, il lui manque un œil. Jet, lui manque, est blessé au visage. Il a une petite prothèse au visage Oui. et il a sur son corps, du coup son bras droit, je crois, ou son bras gauche qui est remplacé par un bras bionique. C'est, je trouve, la voix de la raison du bebop, rarement écouté. C'est un peu le daron, il cuisine, il s'occupe de trouver du taf et il s'occupe de ses bonsaïs aussi. Il a son petit jardin avec ses bonsaïs. C'est un perso que j'aime bien, qui est plus calme, J'aime plus bien. réfléchi. C'est vraiment le vieux flic. Ouais, c'est un ancien flic sur le coup. Elle est pas mal son histoire du passé là. Donc, tu vois que c'est un ancien flic. Mais c'est un peu bizarre de le voir avec un hostile, genre à un moment tu le vois en costume avec un chapeau là. Vraiment le flic rétro des années 40, tu vois. Et sur un mec ultra baraqué comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre, mais c'était C'est rigolo. un peu le maigret de Cowboy Bebop. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup de patience avec Spike. Il faille. Ouais. Mais il a aussi un peu d'humour. Ouais. Quand il dit à Faye, tiens, j'ai pensé à toi, j'ai un truc pour toi, et qu'il lui file la facture de ce qu'elle doit, genre de truc. Et puis c'est un bon gars, ils ont tous un. Ils ont tous un bon fond de toute façon. Lui et Spike, et même Faye, hein, même si Faye elle est un peu plus égoïste de par son passé, mais elle a quand même du cœur. Mais ouais, Jet et Spike, ils ont vraiment bon fond, et d'ailleurs leur côté justicier, des fois, leur joue des tours. Hein. Ça les laisse souvent sur la paille, même si j'ai l'impression que c'est quand même plus Spike qui casse les pieds. C'est souvent à cause de lui qu'ils auront à se mettre sous la dent. Ouais. Puis nous avons Faye Valentine, femme fatale, indépendante, bourrée de classe et de sensualité. Elle aime l'argent, mais on apprend qu'elle aime aussi l'argent parce qu'elle est endettée suite à des frais de son hibernation que l'État, qu'une mystérieuse organisation lui réclame après un incident qu'elle a eu il y a longtemps. Donc techniquement, elle doit avoir la cinquantaine, mais elle a été cryogénisée longtemps. Mais bon, comme son corps n'a pas bougé avec la cryogénisation, l'hibernation, elle a encore la vingtaine en fait, elle a encore sa jeunesse. Ouais, c'est ça. Mais elle n'a plus personne, elle est seule, complètement seule au monde. Donc elle a une histoire assez triste, elle est prisonnière de son passé pendant un temps. À un moment, elle rencontre une... Je sais pas même si c'est pas plus longtemps, parce que elle rencontre une vieille à un moment qui la reconnaît. Oui, c'est peut-être même bien plus, ouais. Elle a peut-être été cryogénisée une cinquantaine d'années au total. Hein. Ouais, je pense un truc comme ça, ouais. Elle revoit une fille, une femme amie qu'elle a d'enfance, quoi. connue Ouais. jeune, ouais, dans leur école. Elle c'est ça, ouais. dans une école. Mhm. Elle est vraiment prisonnière de son passé pendant un temps. C'est une vraie pince, hein, quand même. Hein. Ouais. Et un peu une escroc. Bah, je l'adore. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Elle est sur le même niveau que Jet et Spike. Ouais, c'est le même délire. Ils ont leurs qualités, mais des fois ils sont un peu horripilants à cause de leurs défauts. Donc ils sont vraiment humains. C'est l'équipe des losers. C'est ça. C'est un peu ce qu'ils ont fait après. Pour moi, Cowboy Bebop, ça a inspiré, par exemple, Les Gardiens chez Marvel ou Firefly. Ouais. Ouais, Firefly.
de Joss Whedon, la série avec Nathan Fillion et tout là. Parce que Firefly, c'est des cowboys dans l'espace, dans un vaisseau, et c'est tous un peu des gros cons, et voilà. Donc, c'est toujours des losers un peu, tu vois, des mecs qui réussissent pas forcément leur mission et tout. Et donc les Guardians, pareil, les 5 c'est des connards quoi. Donc sur le coup, ils ont tous un côté un peu gros con sur le coup, mais attachant. Tu vois. Ouais, c'est un peu des gros cons entre eux des fois, là sur Bebop, mais c'est pas des gros cons avec les gens. Ah ouais. Alors que, je sais pas, mais dans la MCU, par exemple, Star-Lord, parce que dans les comics, je sais plus trop, c'est pas les Gardiens, je les connais à peine dans les comics. Non, mais il l'a changé de ouf. Tout court. Hein. Oui. Par exemple. Mais, et puis, à la base, Gamora, elle est méchante, enfin, c'est un mauvais perso, enfin, entre guillemets, elle est là pour faire le mal, quoi. Ouais. Mais oui, sinon je vois ton point, hein, clairement. Ouais. Mais alors que Faye, Jet et Spike, ils s'attaquent vraiment aux mauvaises personnes. Ouais. Avec pas des innocents. Même si Spike il fout un peu le bordel en rue en pleine ville quand il passe avec son vaisseau, qui retourne les bagnoles et tout. Oui, ça peut, ouais. Les dommages collatéraux sont monstrueux à chaque fois. Hein. Et Faye, le seul truc que j'aurais à dire sur elle, c'est que c'est dommage qu'il y a des plans qui la sexualisent vraiment beaucoup trop. Alors que je pense que sincèrement, elle en a pas besoin. Parce qu'elle est ultra classe et elle a pas besoin de certains gros plans sur certaines des parties de son corps et d'avoir une animation particulièrement trop fluide sur certaines parties de son corps. CF, les gros plans sur ses seins, parfois ultra fluides, où je me dis, les gars, c'était peut-être pas nécessaire. Après, moi, franchement, c'est peut-être too much. J'ai lu comme quoi, des fois, ce serait fait exprès pour montrer qu'elle est un peu piégée par son attraction. Tu vois, mais ça parlait de ça pour le double épisode, là, avec... Quand elle est avec le trans, là. Enfin, le trans, la personne qui a pris trop de médicaments et puis après il a plus de. C'est pas un mec, tu crois que c'est un mec, c'est pas un mec. Celle qui, on sait pas trop, Yel, qui trafique avec Vicious, la drogue, là. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il me semble qu'elle est dans un bar à un moment là, et qu'il y a tous les mecs qui veulent. Voilà. Donc, c'est même pas forcément ces séquences-là auxquelles je pense, mais c'est des fois des séquences où elle est toute seule, où il y a vraiment des gros plans sur ses seins. Oui, que c'est pas nous avec elle en fait. C'est vraiment ce genre de plan en fait. Oui, ça c'est. Ouais. Où elle regarde son vaisseau, gros plan sur ses fesses, tu vois. On n'a pas forcément besoin. Puis je trouve qu'elle sort souvent de la douche en peignoir. Oui, elle est souvent en peignoir. Elle n'a pas besoin de ça, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Après, le personnage est sympa et cool quand même. Hein. Très cool. Je l'aime bien. Hein. C'est un excellent perso. Je l'aime beaucoup et. C'est un chouette perso féminin aussi. Puis elle est courageuse, elle hésite pas à se mettre dans la merde, à aller faire son bise et tout, à prendre les devants. Elle est pas dépendante des deux autres. Le dernier épisode, elle fait quand même, elle fait de la peine quand même ce qu'elle dit à Spike, quoi, tu vois, sur le coup. Tu vois qu'au final, elle s'est quand même attachée à lui et tout, tu vois. De toute façon, les trois sont dans le déni. Hein. Ouais, complètement. C'est pour ça que je dis qu'ils sont aussi relous qu'attachants, parce que finalement, ils s'apprécient tous. Ils sont tous attachés les uns les autres, mais non, ils ont besoin de se faire mal, être dans le déni et de se mentir. Ouais, je sais pas, même des fois, t'as Spike qui parle à Jet, genre ils mangent, Spike qui parle, et puis l'autre il dit mais écoute, et je suis ouais. Tu sais, en fait, j'écouterais du tout. C'est des enfants des fois. Hein. Leur coloc, c'est une coloc d'enfants en fait. Ah, clairement. C'est ouf. Il y a un moment qui m'a fait rire, c'est quand ça doit être vers l'épisode 10, un truc comme ça, t'as Spike qui dit je voulais pas de femme, je voulais pas de chien, et je voulais pas d'enfant dans le vaisseau. Il y a tout là dans le vaisseau, c'est quoi ça? Oui, c'est vrai. Il est gâté pour le coup. Ouais. Lui qui aime bien avoir sa petite life tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. À la base, ils voulaient être tous avec Jet et puis faire son truc. Quoi. Et il n'y a rien à bouffer. Ils ont autant à bouffer à deux que quand ils étaient que deux, mais il y a 3 fois 4. Ouais, c'est ça. Moment, il y a. Total, je crois qu'à un moment, il y a Faye qui mange la bouffe du chien. Ouais, c'est au début de Sympathy for the Devil. Ouais. Elle prend la pâtée du chien et Ayn, il la regarde et elle lui fait non, il y a que ceux qui travaillent qui ont le droit de bouffer. Et elle lui bouffe sa pâtée, elle jette la boîte par terre. Oh, pauvre chien. Saloperie, ouais. Autre personnage important, on a Ed ou Edward Wong Hao Pepelu Tivruski 4. Oh la vache. Ah oui, j'avais lu que c'était son nom. Son nom allongé, ouais. Apparemment une jeune hackeuse androgyne, orpheline, mais je vais l'appeler Yel, comme on n'est jamais trop sûr. Génie de l'informatique, apporte de l'humour, proche de Hein, donc le corgi. Très décalé par rapport aux autres, je trouve, mais complètement intégré dans le quatuor. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur et de légèreté, parce que c'est un perso qui est moins grave. Complètement, ouais. Du coup, complètement décalé. Ouais. Qui va toujours enjoué, qui fait des vannes tout le temps, enfin des vannes. Ouais. Toujours à pieds nus, je pense, qui est un perso inspiré d'Yannick Noah. Non, mais je peux te dire de quoi c'est inspiré. C'est pas Yannick Noah. Ah, j'étais sûr que c'était. Non. Vas-y, dis-moi. Alors, déjà à la base, je t'avais dit, ça devait être un petit garçon, et ils ont eu beaucoup de mal à trouver le design du personnage. Ok. Et en fait, ils se sont inspirés de Yoko Kanno, la compositrice, donc.
Ah ouais. Ouais. Et en fait, parce que elle avait une attitude chelou, alors elle faisait des siestes dans des endroits improbables. Elle marchait pieds nus dans les studios et elle Ouais. allait se réfugier sous le piano des fois sans aucune raison. D'accord. Et en fait, voilà, Ed est très inspiré de Yoko Kanno, qui avait un comportement un peu chelou comme ça aussi sur le coup. C'est stylé. Voilà. Je me sens un peu visé parce que j'étais en sortir mes godasses aussi un peu partout. Clara Ouais, serait mais- là, je pense qu'elle aurait ri. Après, il faut voir. Après, là, t'es chez toi, mais il faut voir quand là, c'était en studio d'animation, et tout, je sais pas, si tu fais pareil. Bah, je suis déjà allé au resto, retirer mes godasses et je les ai jetées dans un coin. C'est vrai. Voilà. voilà. Il faisait trop chaud. Du coup, ouais, moi, je me sens connecté à Ed, hein, parce que j'aime bien être à pieds nus aussi. Donc, ouais, Ed, super perso, j'aime beaucoup. C'est le pote de Hein, hein, parce que c'est. Ouais, clairement. Ed, c'est peut-être le seul personnage qui se soucie un peu de Hein, je Ouais. dirais. Ouais. Qui n'a jamais à manger, le pauvre. Hein. Il le mérite vraiment pas, ce chien sur le vaisseau. Hein. C'est clair. On a Julia, Ouais. qui est une. Bon, on la voit pas beaucoup, Julien. Ouais, enfin, j'allais dire, ça a l'air d'être une tueuse. Enfin, elle fait partie de l'agence aussi, je crois, Red Dragon, mais on n'en est pas vraiment sûr, en fait, dans la série, parce qu'il y a le passé qui se mêle un peu avec ce qu'elle est un peu à la fin, quand elle rencontre Faye et tout. Mhm. Et ce qu'on sait, c'est que c'est l'amante de Spike, qu'elle a aussi été, je crois, avec Vicious, qu'elle est très mystérieuse et fatale. Elle est liée à Spike et à Vicious, et à leur passé, à leur présent aussi, puisque le passé va les rattraper. Et Spike en est amoureux, et elle va perdre la vie de toute façon pour lui. Ouais. Je vais terminer par Vicious. Je sais pas pour toi, mais ses cheveux, sa dégaine, son manteau, son épée, son oiseau, dans Attends. ma tête, ça a fait... Je l'ai peut-être. Salvatore. Bah ouais, dans ma tête, ça Voilà. a fait Captain Harlock. Bah, en fait, j'ai lu que le corbeau, c'est une référence à Albator. Ah bah j'étais sûr, il a la même tronche, là. C'est Ouais. le long cou fin, le gros bec et tout, sur son épaule, l'épée, la dégaine, les cheveux blonds. Il a pas de cheveux blancs, Albator, par contre, il a les cheveux marins. Il y a les cheveux bruns, mais ils ont un peu la même coupe de cheveux. Et tout. Ouais, Enfin, par contre, c'est à peu près la même coupe de cheveux, ouais. il y a un peu cette dégaine, le long manteau, tout ça. En plus, c'est long. grave. Ouais, moi j'ai pensé direct et j'aime bien. Ouais, Vicious, bah, c'est il a stylé. un très bon style, ouais, très bon style. Il est stylé. Je suis d'accord. Parmi tous ces persos, c'est quoi celui qui te parle le plus, ton favori? Peut-être? Le choix est dur. Ouais, mais je pense que ça va être Spike quand même, sur le coup. Ouais, C'est le facile, choix, c'est la super facilité, mais bon, c'est. Bah, on va pas se mentir, il pue la classe, hein, Spike. Bah, c'est ça, ouais. Pue la classe. De ouf. Non, ouais, pour moi, c'est Spike. On dirait le héros sympa dans certains polars des années 60-70. Ouais. Moi, je pense que je vais dire Faye. Ouais, Le choix est dur entre les quatre, bah, clairement. Hein. mais j'aime bien Faye. J'aime bien aussi, j'aime bien Jet, j'aime bien les quatre en fait, c'est compliqué. Mais j'aime encore plus le vaisseau de Spike. Oui, par contre, j'allais en parler aussi, j'aime beaucoup le vaisseau de Spike le Rouge. Le Swordfish 2, il s'appelle. J'ai failli oublier ce point en préparant l'épisode, parce qu'il y avait tellement de trucs à aborder. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un tri. Ouais. Mais on peut pas oublier de parler de sa monture. Enfin, Ah bah, clairement. même celle de Faye, j'aime beaucoup. Elle me rappelle un truc, j'arrive plus à mettre le doigt dessus, mais il y a un vaisseau que j'ai déjà vu qui a le même style. Il me dit un truc Donne aussi, sur les truc rond. côtés, Ouais. Il me dit un Ça me truc. parle de ouf, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Mais le vaisseau de Spike, vraiment ultra classe. En plus, il est rouge et tout, ça m'a rappelé Porco Rosso. Ah, oui, c'est vrai. C'est de la folie. Ah bah, clairement. Ce vaisseau est magnifique. C'est vrai qu'il a les mêmes couleurs que l'avion de Porco Rosso. Mais ouais, enfin, j'aime beaucoup son design et tout, très triangulaire et tout. Enfin, c'est une grosse boule avec des triangles de partout, quoi. Sur le coup, moi, je l'aurais bien pris en figurine, Bandai, voilà, si vous m'écoutez. Moi, je le veux bien en vrai, Bandai, si vous m'écoutez. Non, je crois qu'il n'existe pas en vrai. Je suis désolé. Malheureusement. Ouais, ça va être compliqué. Et les designs des vaisseaux, même le bebop, je l'aime bien. C'est un bateau de l'espace, hein. Il se pose dans les canaux, dans les rivières à chaque fois pour amérir et tout. C'est trop stylé d'avoir fait ça, quoi. Je crois qu'on le voit jamais sur le sol. Hein. Il est toujours sur l'eau Ah, il est sur l'eau, ouais. C'est vrai, hein. quand il atterrit. Et ça fait vraiment... Il y a ce côté un peu corsaire de l'espace, quoi. Ouais, clairement. Putain, c'est vrai que le truc de Faye, il me fait penser. Ah, c'est peut-être pas dans Dragon Ball qu'il y a des vaisseaux qui ressemblent. Je sais plus, j'ai Ouais. pas... Du coup, j'ai pas fait de recherche sur les vaisseaux, là. Ouais. Mais dès que je vois son vaisseau, je crois qu'il y a un design équivalent dans je sais plus quel jeu. Il y a un vaisseau qui est quasiment pareil, que j'ai dû utiliser, mais je l'aime beaucoup aussi. En plus, tu te... Bah, en fait, ils ont... Lui, le vaisseau de Spike et le vaisseau de Faye, ils ont un peu la même similarité, parce que t'es comme sur une moto.
T'es penché en avant. Ah oui, mais surtout c'est un peu comme ça, non? Parce qu'à un moment, Jet il en est dans un autre, non? À un moment, non? Jet, il en a un avec une grosse pince et tout, là, qui est bien stylé aussi, mais qui est plus vénère, qui est plus bourrin, qui correspond à son caractère. Ouais. Je trouve. Et, mais lui, je sais plus s'il est assis ou si c'est en mode. S'il chevauche, en fait, comme s'il était sur un cheval ou une moto, en fait. Il me semble qu'il chevauche aussi pour ça. Parce que j'ai vu l'épisode de Pierrot le Fou là, tu le vois vite fait un moment chevaucher un vaisseau. Enfin, il me semble que comme tu dis, il se penche en avant aussi. Avec sa grosse pince là qui peut arracher des trucs. C'est terriblement classe. Et puis le vaisseau de jet là de Spike, lui, qui peut tirer un laser monstrueux. En plus, il pilote ça avec une finesse, mais il est tellement abrupt aussi, parce qu'il y a un épisode où ils évoquent quand son vaisseau il est pété, là, le fait que ce soit un gros bourrin avec son vaisseau. Ouais. Et ouais, c'est un gros bourrin avec son vaisseau. Les séquences dans l'espace sont vraiment belles. Et, ça donne envie de faire mémuse avec son vaisseau, on va pas se mentir. Celui de Faye, il s'appelle le Red Tail. Le Red Tail, ok. Ouais. C'est marrant, ça aurait bien quoi. Il y aurait une bonne concordance aussi avec celui de Spike. Ouais, non. C'est le Swordfish. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les personnages? J'ai juste noté un truc, une anecdote sur l'épisode Alien. Que juste en fait, à la base, la résolution, c'est que c'était censé être Ayn qui foutait la merde dans ce vaisseau. Ah ouais? Ouais, à la base, c'est ça qu'il voulait faire. Sur le coup, voilà. Finalement, c'est juste de la moisissure chelou d'un frigo. Ouais, c'est ça. Après, Ayn, il foutra la merde plus tard, hein, quand il va tester les champis hallucinogènes sur les 3 membres de l'équipe. C'est super drôle. C'est clair, ouais. Ouais, il est drôle cet J'ai épisode. bien aimé. Hein. Tournure de cet épisode, il fout tellement le zbeul. Là. Ah, c'est le Hammerhead, celui du jet. Ah, le Hammerhead, oui. Bah, logique. On dirait un scorpion un peu. Il y a une Ouais, queue. avec la pince qui vient de derrière et qui vient mordre. Ouais. Qui vient mordre et broyer ce qu'il y a. Ça m'a fait penser à un véhicule qu'il y a dans Jess le Conquérant Ah oui. de l'univers. Ouais. Avec les monstroplantes, les voitures, là. Il y en a une qui a une grosse mâchoire verte qui va mordre des trucs et tout. Ah, t'as une bonne ref. Après avoir parlé des personnages, on a décidé de changer des petites choses dans stop motion. Maintenant, on a décidé de. C'est pas stop motion. Oh, oulala, attends. Ah là là, et non, pas stop motion, Ultimate. Allez, on garde la boulette, Allez, c'est pas grave. c'est l'habitude. Du coup, on a décidé de changer une petite chose, c'est que maintenant, on va aborder un petit peu la série en choisissant un épisode chacun. On peut pas couvrir une série totalement, on n'avait pas envie de parler de toute une série. Enfin, on va regarder les séries entièrement pour préparer chaque épisode, hein, bien sûr, d'Ultimate. Ouais. Mais on n'avait pas envie de parler de toute la série dans sa totalité, comme ça, en citant des trucs par-ci par-là. On s'est dit que ça serait sympa, pas forcément de choisir une séquence ou une scène, comme on peut faire pour stop motion, mais plutôt de choisir un épisode et puis d'en parler chacun notre tour. Ouais. Je te laisse commencer, Ista. Moi je commence. Si ça te dit. Quel épisode as-tu choisi et pourquoi? Alors moi j'ai choisi l'épisode qui est la session 22 qui s'appelle Cowboy Funk. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il y a un peu toutes les influences dont on parlait tout à l'heure de Watanabe au niveau du cinéma. C'est donc l'épisode avec le poseur de bombes, le Teddy Bomber, c'est Voilà, ça? avec Teddy Bomber et avec Andy qui est un cowboy, qui est un autre chasseur de primes, qui est un cowboy. Andy, le cowboy? Hey, Toy Toy Story. Story, putain, j'avais pas fait là, j'avais pas pensé. Mais qui a. Ah, c'est somme toute classique avec son lasso et tout. Enfin, il a vraiment tout la Et il est tout le temps à cheval, tout le temps. Typique. Même Il débarque de nulle part à cheval d'ailleurs. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il prend l'ascenseur avec son cheval. Et je trouve ça génial. Je me dis même comment il rentre le cheval, mais en fait, Le mec est à fond. ça passe de ouf son cheval dans l'ascenseur. C'est un gros ascenseur, hein. Ouais. Je trouve que comme je disais, il représente pas mal des influences de Watanabe, parce que t'as vraiment, à la fin de l'épisode, t'as vraiment le côté cow-boy et tout. T'as le côté un peu plus réaliste et tout, avec les terroristes, plus sur l'actualité, je dirais, enfin, je sais pas trop comment dire, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, les attentats à la bombe qu'il y avait eu, notamment, là c'était juste avant le 11 septembre. Enfin, la sortie aux États-Unis, c'est sorti avant le 11 septembre, du coup, c'est un hasard, hein, mais oui, il y avait déjà eu des attentats à la bombe courant années 90. Oui, d'ailleurs, 80, j'ai noté ça. Teddy Bomber, c'est vraiment, en fait, il est inspiré d'un vrai terroriste qui s'appelle Ted Kaczynski et qui se faisait appeler le Unibomber. D'accord. Et qui faisait des attentats à la bombe ça a duré des années 70 jusqu'à 90, quoi. Parce qu'il voulait... Ouais, c'était long. il voulait soulever une révolution populaire contre la technologie
qui prenait de plus en plus de place à l'époque et tout. Donc maintenant, il doit être complètement taré, s'il est encore en vie, je sais pas, mais parce que la technologie maintenant laisse tomber. Dans les années 70, il pétait un câble déjà qui était technologie, qu'est-ce que c'est maintenant quoi. Il s'est fait sauter. Ouais, la technologie à l'intérieur de moi, boum. C'est possible, je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il est en prison, s'il est mort, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu grave avec le Teddy Boomer, mais il est très vite désamorcé parce que c'est un perso loufoque en fait. Il fait ça aussi un peu pour la fame. Il supporte pas qu'on fasse pas attention à lui, si je lui dis pas de bêtises. Alors, ouais, bah il fait pas ça pour la fame, il a un message. Il explique non, à la fin. il a un message, mais tu sens qu'il a un ego quand même. Bah en fait le problème c'est que les autres à cause des deux cons et bah, en fait son message il passe pas parce que en fait les deux autres ils arrivent et puis ils s'engueulent entre eux et puis lui en fait ils font même plus attention à lui quoi. La Spike il est pris par pour le terroriste par Andy en plus. Andy qui est un peu au début, ouais. un mec qui se prend pour un cowboy, qui est riche, qui est un peu con. Qui est un fils de riche, ouais, et qui fait partie de la YMCA sur le coup. La Young Men Cowboy Association. Voilà, petite référence au Village People. Si vous avez pas connu. Forcément, il y a un cowboy, il faut YMCA. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait rire, ça, sur le coup. Et en fait, ouais, l'épisode, il est très, très marrant, quoi, sur le coup. En fait, Spike et Andy, ils peuvent pas se saquer. Alors qu'en fait, ils ont exactement le même caractère, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent pas se piffrer, je pense, ouais. Bah, c'est ça, ouais, c'est ce qu'elle dit C'est un Faye. miroir de Elle dit, l'autre. c'est les deux mêmes. Parce qu'à un moment, il explique sa philosophie. Il dit, moi, quand j'ai un truc dans la tête, j'y vais, je fonce et je reste jusqu'au bout, machin, et tu vois. Elle dit, ouais, ça me rappelle quelqu'un, bah, voilà, Spike, c'est le même, quoi. Ils vont tellement y aller à fond que ça a beau avoir une thématique assez sérieuse, hein, parce qu'on parle de terrorisme et de bombers, hein, finalement, dans l'épisode, mais avec une dimension assez comique, parce qu'à la fin, ils vont tellement être serious business, les deux, Andy et Spike, qu'ils vont faire sauter un bâtiment à deux, en fait. Oui, bah Tellement oui. ils vont se tirer dessus, se battre et tout, qu'ils vont tout Oui, péter, parce quoi. qu'ils se tapent entre eux, et puis ouais, qu'ils veulent. Ouais. C'est sur le coup, il y a. Ouais, bah, dans l'épisode là, ils auraient dû mourir au moins 3-4 fois. Mais... parce qu'à chaque fois, il y a des bombes, ils s'explosent quand même. Au final, tout ce qui fait Teddy Boomer, ça marche, mais le message ne passe pas à cause de. Inaperçu à cause des deux chasseurs de primes qui ont un ego monstrueux, et C'est ça. qui peuvent pas se piffrer et qui sont un peu les mêmes, hein. Ouais, complètement. Même si Andy, il est un peu plus ridicule dans son accoutrement, je trouve. Après, moi, j'ai regardé en VF, je sais pas si c'est pareil en VO. Toi, t'as regardé en VO, je suppose. Ouais. Est-ce qu'il parle avec un accent anglais tout le long Il y a peut-être un peu un accent anglais, mais je me souviens. Enfin, Il dit plein de mots en anglais, et puis il parle avec un accent. Il dit je vais t'arrêter. Comme ça, il parle comme ça, tu vois. Mais à la fin, quand il est plus Je crois cowboy, il arrête, tu vois. Il repart normal. je crois que c'est pas aussi prononcé, ou il y a peut-être pas. Je me souviens plus s'il a vraiment un accent anglais ou pas en japonais. Mais je crois pas en vrai. En fait. Ouais, je pense que c'est peut-être la VF. J'ai pas fait parti gaffe, loin. tu vois, mais. Sur le coup, ouais. Je pense qu'il doit dire les noms en anglais, mais. Après, le perso, il est vraiment un peu grotesque, de toute façon, le perso, je trouve. Mais Bah, clairement. Non, mais t'as vu son bateau, là? ouais. L'intérieur du bateau où t'as Nikiri pour le cheval. Ça m'a tué. Tout est univers cowboy. Ouais, complètement. Le mec, il est à 2000% dans sa passion, quoi. Ouais, donc un épisode qui t'a plu, qui t'a fait marrer. Il m'a fait ouais, il était fun sur le coup. Il y a les scènes de combat sont très cool, enfin l'animation est très cool. Ouais. Ça, ils sont vachement. Le duel de fin, il est bien. Ouais, il est vachement bien. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Le storyboarder, donc il s'appelle Tensei Okamura. Ok. Il a produit 470 dessins en trop parce qu'ils avaient tellement d'ambition sur cet épisode que. Ils ont dessiné énormément de trucs. Et en fait, ils ont 10 minutes en plus qu'ils ont... Bah, ils ont jamais sorti. Ils les ont pas fait. Ah, dommage. Ouais, c'est dommage. Mais en gros, ouais, ils auraient un épisode... Ils avaient moyen de faire un épisode de 40 minutes, quoi. Il a dû être un peu deg, hein. Ouais, tu m'étonnes. Il a dû être un petit peu dégoûté. Mais bon, après, ouais, je pense que ça arrive régulièrement, ce genre de choses. Mais même si on évite de produire à perte. Bah ouais. Ah, 4, on est en trop. Attends, le pauvre. Mais après, je sais pas si 10 minutes de trop, 10 minutes en plus, ça aurait peut-être... Ouais, c'est peut-être trop long, après. Hein. Je sais Je sais pas s'il y a matière à faire 10 minutes en plus, parce que l'épisode, il est un peu gaguesque, hein. Ah bah complètement, ouais. Donc je sais pas si 40 minutes d'épisode... Et ouais, mais à la fin, Andy devient un samouraï. Et là, je me suis dit, ah, il y a les prémices de Samurai Champloo qui sont là, sur le coup. Ah bah, ouais, peut-être, hein. Ouais. Sachant que le western et les samouraïs, ça se répond pas mal dans le cinéma, en plus. Bah c'est pour ça, ouais. Et Ouais, c'est un peu la pop, même chose. ça fait des liens. Et ouais. Et moi, j'avais lu que le personnage de Mugen était très inspiré de Spike dans Champloo. Ah bah ouais, ça, oui, carrément. Au final, ils ont un peu le même caractère, et au final, comme lui, il a aussi un peu le même caractère. Bon, bah Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Mugen et Spike se ressemblent. Ouais. Mugen, il y a un peu un côté... C'est une tête brûlée, quoi. c'est un peu, ouais, le rôdeur et tout. Ah oui, c'est une grosse tête brûlée. Mugen, il est tellement drôle. Ouais. Mugen, physiquement, je trouve que
Bon, je dirais, je trouve que c'est une version stylée de Luffy de One Piece. Ah ouais, on peut voir ça comme ça. Je vais me faire tabasser pour tous les fans de One Piece. Et sinon, Andy, alors j'ai lu aussi que ce serait une représentation de ce qu'on appelle dans les Western Spaghetti, on appelait ça un drifter, sur le coup. Donc moi je connaissais pas le terme. Ah. Et en fait, c'est un héros qui arrive, enfin, c'est un personnage qui arrive au milieu de l'histoire, et en fait, direct, tu te dis, lui, il est important, c'est pas, tu vois, il est charismatique, il a du bagou, il a des trucs, tu vois, donc tu peux pas le prendre comme un personnage secondaire, tertiaire, quoi. Et voilà, en gros, c'est ça. Ok. Un personnage qui arrive dans l'histoire et qui va être important au milieu du film. On appelle ça un drifter. Ouais, il arrive, il chamboule un peu le truc, puis il repart, quoi. C'est ça. Cheveux au vent. Exactement. Épée dégainée sur son cheval. Mais c'est marrant qu'ils aient fait ces liens aussi. Ça m'a fait sourire de voir le cowboy devenir un samouraï à la fin. Ouais, pareil, ouais. Attends, je m'appelle Musashi. Je me dis, c'est logique, hein, du coup, parce que c'est... Voilà, bien sûr. Bah, tu regardes, c'est les 7 samouraïs qui est devenu les 7 mercenaires. Ouais, bah de toute façon, le Shambara et le western se sont répondus plusieurs fois de manière récurrente. Ils se sont... Il y a quelques mois, en faisant mes recherches, j'ai appris que oui, par exemple, Léon et compagnie, et d'autres avaient été inspirés, si on remonte jusqu'à des Lucas et compagnie, ont été inspirés par certains grands films qui ont la thématique du samouraï, le Shambara et compagnie, notamment de Kurosawa, entre autres, pour le plus connu, comme d'hab. Mais j'ai aussi appris que Kurosawa s'était inspiré du western, s'était aussi inspiré... Il a été en contact avec Sergio Leone et tout, quoi. Enfin... Ok. Oui, donc voilà, les deux, c'est pas à sens unique, hein, les deux se sont répondus. Je crois même que Léon, enfin, j'ai peut-être une bêtise, mais je sais qu'ils ont été en contact, Léon et Kurosawa. Je sais pas s'ils ont développé une amitié, tu vois, mais oui, il y a eu des vrais échanges et il y a il y a un retour d'influence et tout. On digère ce qu'on a apprécié chez l'un, on le retransmet chez l'autre, et puis inversement, tu vois, parce qu'il y a toujours un mélange de rêves qui s'opère quand c'est bien fait. Ouais. Et voilà, ça fait sens que c'est pas déconnant, et je pense que c'est un clin d'œil vraiment sympa, et une logique qui parle... Ça parle le cinéma, hein, sa transformation en tant que samouraï, en tant que chasseur de primes samouraï, quoi. Ça parle le cinéma, je pense, clairement. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, ouais, c'est très... de toute façon, l'épisode, comme je disais... C'est tellement un soin apporté à ce que ça raconte que... Voilà. Tu sens clairement les inspirations de Watanabe, comme on parlait au tout début de l'épisode, sur le cinéma en général, et pas le cinéma d'animation, mais vraiment le cinéma, les films de western, les films de... Je pense que c'est une personne qui est nourrie par plein de choses. Ouais, clairement. Il y a ses équipes aussi qui sont nourries par plein de choses, et tout ça, ça a fait que il retransmet, en fait, il digère et il nous retransmet à nous, spectateurs, ce qu'il apprécie, ce qui serait pertinent pour lui. Et je pense qu'il se fait plaisir, en fait, hein, clairement, et que c'est ultra intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton épisode Non, c'est bon. Cowboy Funk. Cowboy Funk. Bah, moi, je vais vous parler de l'épisode 6, Sympathy for the Devil, qu'on a déjà cité 2-3 fois dans cet épisode. Ouais. Spike et Jet, dans cette aventure, vont traquer un certain girafe qui tenterait de se venger d'un certain zébra, mais ils vont vite se rendre compte que l'histoire est plus complexe que ça et que Wen est le véritable instigateur des meurtres. Wen qui serait l'enfant de Zebra. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi cet épisode ? Déjà pour le titre, qui convoque directement le morceau éponyme des Rolling Stones, sorti en 68. D'ailleurs, c'est pas le seul épisode qui a une chanson des Rolling Stones en titre. Oui. Il y a Donkey Woman, un truc comme ça. Mais sinon, il y en a beaucoup, c'est des titres de chansons. De Bowie ou de je sais plus exactement. Mais, il y a Queen et tout, il y a beaucoup de groupes de chanteurs qui sont cités à travers diverses références, de toute façon dans la série, ouais. Et rien que dans les titres des épisodes, oui. On est dans Jojo, on est dans... Et ça a l'air d'être des esthètes peut-être. Et des amoureux des arts, hein, clairement, que ce soit l'auteur de Jojo ou l'auteur de Araki ou Watanabe. Ça a l'air d'être vraiment des amateurs d'art en tout genre, hein, clairement. Cinéma, musique et tout, et ils nous retransmettent tout ça à travers leurs œuvres. Hein. Ça se sent vraiment. Donc le titre Sympathy for the Devil. Je trouve que ça évoque... ça peut être la sympathie qu'on rencontre envers un enfant, qui va être au centre de l'histoire. Ici, l'harmoniciste de l'épisode,
qui est la cible d'un tueur, mais qui s'avère être l'instigateur du meurtre. C'est un peu le mal dans le corps insoupçonné d'un enfant, Oui. qui s'avère être en fait un homme d'un certain âge, et qui se débarrasse de tous ceux qui l'encombrent après les avoir utilisés. De par ce concept, moi je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux enfants maléfiques un peu dans le cinéma, notamment dans l'horreur avec Chucky, qui était un homme dans une poupée à destination d'un enfant, Esther, la femme avec une apparence d'enfant, Ok. ou par exemple Entretien avec un vampire, Claudia, la jeune vampire qui finit femme dans un corps d'enfant parce qu'elle vieillit psychologiquement mais pas physiquement, elle est condamnée. Ouais. Ou l'exorciste avec le démon Pazuzu, le mal dans le corps de Regan, par exemple. Ok. Mais j'ai aussi pensé à une célèbre série japonaise, Détective Conan. Un adulte dans un corps d'enfant. Ah oui, c'est vrai qu'il ressemble un peu. Mais En plus, exactement, il ressemble. il ressemble, mais par contre, est-ce que tu as fait gaffe à ses fringues? Oui, j'ai un peu pensé à Détective Conan. Alors, moi j'ai noté. Tu regarde, veste. Alors, il a une veste verte, il a Ouais, une chemise noire et il a une cravate jaune. Tu regardes Ouais. Lupin, donc Château de C'est Cagliostro, il est habillé pareil. ouais. Le Lupin en veste verte. Ouais, en effet, maintenant que tu le dis, Là, il a la chemise noire et la cravate jaune aussi. il y a un peu de ça. Débat. Tout se recoupe. On est condamné à parler de Lupin. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression. Mais je trouve que, du coup, ce concept du mal incarné dans une apparence plutôt Enfantine. insoupçonnée, Mhm. ça évoque aussi les apparences trompeuses, puisqu'à sa mort, Girafe, qui est traqué par Spike, lui dit de se méfier de lui Ouais. et de ne pas se fier à son aspect trompeuse. Il y a un C'est truc clairement ce qui est noté dans les sous-titres. Il y a un truc qui est bâtard, c'est que en fait, le méchant c'est le gamin et c'est pas au début tu crois que c'est le mec sur la chaise roulante. Ouais, Zebra, parce que voilà, Ouais. Spike pensera donc de suite, comme nous, tout dans l'instant, que c'est Zebra, le vieil infirme en fauteuil roulant, qui est l'ennemi, Ouais. alors que c'est Wen. Mais en fait, j'ai regardé vite fait l'épisode tout à l'heure. Enfin, j'ai balayé, tu vois, sur la. Et en fait, au moment où le flic il arrive, le flic, si c'est un flic, le mec avec le flingue qui vient dans la salle pour buter. Enfin, Pour buter Zebra Girafe là, non Girafe. Girafe, non, c'est pas un flic. Ah, je croyais que c'était, je sais plus sur le coup. Non, il travaillait avec Zebra il y a une dizaine d'années. Ah, ok. Bah, Girafe quand il arrive, je crois qu'il veut tuer Zebra parce que la caméra est centrée sur le visage de Zebra quand il pointe le flingue sur le coup. Oui. Alors qu'en fait, il vise pas Zebra. Non, il vise Wen Donc il y a une petite astuce de mise en scène pour te faire croire que c'est ça, quoi, sur le coup. pour te tromper dans les premières minutes. Ouais. Il s'avère que Wen est en fait, du coup, un homme qui n'a pas vieilli suite à une explosion. On apprend qu'il y a une explosion orbitale, donc autour de la Terre, qui a touché la Lune, qui s'est produite en 2022. Et on y est. Et ouais, sur le- Cowboy Bebop, on sait que ça se passe en 71, donc Wen a environ 60 ans, parce que je rajoute une dizaine d'années, on sait pas exactement quel âge il a. Donc c'est un homme d'une soixantaine d'années à peu près, coincé dans un corps d'enfant. Mhm. Je me suis dit, Wen, W-E-N, donc sans H ici, en anglais avec un H, ça peut se traduire par quand, donc prénom en référence au temps, qui serait un perso hors du temps. On apprend qu'il ne vieillit pas, qu'on ne peut pas vraiment le tuer, donc on sait pas combien de temps il pourrait vivre. Mhm. Et je pense que c'est pas anodin. Clairement voulu. Moi, sur le coup, j'ai lu un truc. Il y a un musicien de blues, qui s'appelle Robert Johnson, sur le coup, et il est mort à 27 ans. Et il y a une légende comme quoi il aurait vendu son âme au diable en échange d'un succès fulgurant. Et c'est un mec qui faisait de l'harmonica, sur le coup. Au détour d'un carrefour, Ouais. il y a un film et des documentaires là-dessus. Il y en a encore un d'ailleurs sur Netflix qui évoque le diable aussi. Ouais, et je crois que dans un autre manga, j'en ai déjà entendu parler. Ça revient souvent. C'est une histoire très connue, ouais. Ouais, et non, c'est peut-être dans une série télé, je sais plus. Mais ouais, sur le coup, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais carrément possible en fait. Hein. Mm. Il y a tellement de toute façon, il y a tellement d'histoires qui peuvent se correspondre, qui peuvent se chevaucher, se connecter. Et parce que le personnage de Wen fait de l'harmonica. Ouais. Et ce musicien dont je parle, Robert Johnson, il a commencé par jouer de l'harmonica et après il a fait de la guitare. Mais à la base, il faisait de l'harmonica. Moi, du coup, j'ai pensé à une autre rêve, puisque le début de l'épisode, l'intro commence par une opération chirurgicale de Spike. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est la pose de son œil bionique suite à sa mort, entre guillemets. Ouais. Et sur le Ah oui, morceau, parce que c'est la suite de quand il tombe de l'église sur le vent. Exactement, c'est l'épisode qui suit Fallen. Ballad of the Fallen Angel, je crois. Ouais, c'est ça. Toute cette séquence d'intro se déroule sur Digging My Potato, donc le morceau à l'harmonica
joué par Wen. Mhm. Et comment ne pas penser à la séquence d'intro de Once Upon a Time in the West où Charles Bronson donne le ton dès sa sortie du train avec son harmonica. L'harmonica, oui, bah oui. On revient au western, Ouais. scène culte. Ça nous évoque plein de pistes, c'est génial. Ah ouais, clairement, ouais. C'est le film préféré de mon père pour info. Il était du Val d'Ouest, donc je connais bien. Ça relève. Sacré film. Sacré film. Ouais. Après, moi, je sais que mes parents, ils aiment bien quand il y a un acteur, il dit ouais, t'as fait le café. Je sais plus. Tu sais, il y a un autre personnage là, il dit à la meuf, t'as fait le café. Et là, il y en a un qui sort un harmonica. Ouais. T'as fait le café? On va régler ça tout de suite. C'est un épisode qui est, je trouve, baigné dans le western, dans le duel, mais aussi, voilà, je trouve, dans la symbolique de la possession, avec plein d'éléments. Moi, ça m'évoque vraiment tout ça. Notamment le duel à la lumière des flammes à la fin, puisque la station-service qui explose, Wen sort des flammes d'une station-service, tu vois. Moi, ça m'a évoqué un peu Christine, tu vois, la voiture démoniaque, encore une fois, qui sort d'une station-service qui explose, Robocop, tout ça. Ah ouais, j'y ai pas pensé, mais ouais. Et autre élément de l'imagerie de la possession, c'est la bague qui est donnée par Girafe à Spike, Ouais. qui pourrait être un artefact, considéré comme un artefact, hein, parce qu'elle sera transformée par Jet, et ça va permettre de lever, entre guillemets, la malédiction, hein, avec des guillemets de la Gate, qui va pouvoir faire vieillir Wen et ainsi le tuer, le libérer Ouais. un peu de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, au moment de mourir, il dit qu'il sent son âme légère Ouais, c'est ça, il sent son âme légère juste au moment où il va décéder, quoi. Ouais, bah sur le coup, il est quand même délivré, je pense, parce que bon, c'est insupportable en vrai. Sur le coup. Il vieillit d'un coup, Ouais. il ressemble un peu à une vieille momie à la fin, et il se c'est ça. décompose, il finit en poussière, Mm. et ouais, il y a ce côté un peu, voilà, exactement. Ouais, il aurait dû mourir il y a longtemps, en fait. c'est ça. Délivrance. Ouais. Ouais, à côté délivrance, ouais. Puis il y a cette imagerie peut-être de la possession qui est évoquée aussi, hein, clairement. J'ai fait le choix aussi, voilà, de prendre cet épisode parce que j'apprécie à la fois le morceau d'harmonica de Wen, qui définit un peu toute l'ambiance de l'épisode, hein, lourde, poisseuse, qui évoque le western, avec le saloon, le holster, la prime, le duel, l'harmonica, comme on disait un peu plus tôt, mais aussi j'ai fait un peu le choix un peu comme toi, de pas prendre un épisode qui évoque la storyline des persos principaux, mais plus, comme on disait, l'histoire de la Gate, racontée un peu par l'histoire d'un protagoniste qu'on va voir le temps d'un épisode. Ouais. Je pense que c'est bien. Bah, clairement, ouais. Et ça a été un peu dur, hein, parce que je voulais prendre un épisode peut-être aussi central sur peut-être Faye, qui a le droit à un ou deux épisodes qui vont vraiment parler d'elle, C'est cool, ouais. qui est elle en retrait dans cet épisode. Hein, on a juste un peu de Jet qui est un petit peu là, puisqu'il apporte le savoir technique, hein, notamment la conception de la balle pour tuer Wen. Et on voit enquêter de manière plus traditionnelle avec des sources, en côtoyant un autre chasseur, en l'interrogeant, en consultant les coupures de journaux avec Faye. Alors que Spike est plus instinctif, il traque Wen, Zebra et Girafe et il prend beaucoup de risques, hein, il manque de mourir 2-3 fois quand même. Ouais. On a vraiment des méthodes de travail vraiment différentes dans un épisode que je trouve vraiment génial et Digging My Potato, Ouais, c'est une zig que j'aime bien écouter, elle est ultra stylée aussi. Je trouve qu'il y a un côté vraiment mélancolique ambiance, à la quoi. fin que t'as dans beaucoup d'épisodes de Cowboy Bebop. Ouais. Ouais, ça finit un peu triste en fait. Je sais pas, il y a un truc. Ah, c'est une série qui pue la mélancolie. Hein. Il y a- Quand je dis qui pue, c'est positif. Hein, Oui. Il y a vraiment... Ah, mais tu vois, par exemple, il y a l'épisode avec le mec qui croise dans un avion, qui lui demande à Spike de lui apprendre le kung-fu et tout. Oui. Tu vois, et ça commence, l'épisode il est rigolo et tout, au début, tu vois, il est sympa, et puis après ça part sur un truc ultra sombre. Et à la fin, le personnage il meurt, et c'est hyper triste, quoi, parce que La fin est très triste. lui il faisait ça pour soigner sa sœur. Et voilà, quoi. Donc t'as beaucoup des trucs comme ça dans la série qui finissent toujours, des épisodes qui finissent toujours un peu. Ouais, avec un côté mélancolique assez triste, quoi. Ah. D'ailleurs, même le dernier épisode de la série, c'est ça, et je trouve que ça résume assez bien la série, le dernier épisode. Quelqu'un qui a fait les mauvais choix et dans ce fameux épisode, Ouais. ça résume bien la série, ouais, des fois des sujets un peu légers comme ça, mais avec une mélancolie quand même assez omniprésente. C'est vraiment, je trouve, un des thèmes récurrents d'une bonne poignée d'épisodes, hein, la mélancolie. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, peut-être c'est possible, ouais. Tu vois, dans Samurai Champloo, il me semble que ça allait beaucoup moins. Par moments, elle est là. Ouais, vraiment. Notamment quand ils évoquent un peu le passé de Mugen et Et Jin de Jigen. Non, Jin. Jin, pardon. Ouais. Elle est là par moment, mais elle est je dirais peut-être un peu moins présente, notamment de par l'utilisation différente. Ouais. Enfin, l'utilisation d'instruments complètement différents, parce que là, on va pouvoir glisser dessus gentiment sur la partie musicale, puisque par exemple, il y a des morceaux vraiment qui, moi, évoquent complètement la mélancolie, notamment l'utilisation du saxo pour le morceau Cosmos, tu vois, par exemple, Ouais. qui est juste un saxo qui fait juste vibrer délicatement tes oreilles, quoi. Et pour moi, ça fait vraiment partie des instruments qui appellent
vraiment à la mélancolie. Avec le Mhm. piano, mais le saxo, il y a un côté très sensuel, posé. Ça fait des beaux plans mélancoliques quand tu vois Spike avec une petite musique sous la pluie, adossé à un mur et tout, enfin, qui se remémore ses souvenirs, sa mort entre guillemets tragique, sa perte pour quelques années de Julia et tout, enfin. Ouais, c'est assez lourd de sens et c'est bourré de sentiments et tu comprends bien où en sont les persos et tu peux t'identifier et je trouve ressentir facilement, notamment grâce à la musique, ce que peut-être leur état d'esprit. Ouais, la musique joue vraiment un rôle, presque un personnage à part, en vrai, la musique dans Mais je suis d'accord. la série. Hein. Bah, comme on est dans la zik, c'est quoi Bon, voilà, on disait que la musique est indissociable de Cowboy Bebop, mais Ah bah oui. fait vraiment partie de l'ADN de la série. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque un peu la musique dans Cowboy Bebop? Je sais pas, quel est ton morceau préféré? Qu'est-ce que ça t'évoque de manière générale? Le jazz, sur le coup. Non, mais le truc, c'est qu'on en a un peu dit là, parce que la mélancolie, enfin, moi, c'est clairement le truc principal, je dirais. Après, il n'y a pas que des musiques tristes. Hein, Non. Bon, bah, l'opening Tank qui est super, qui est vraiment culte et tout. Il est hyper. C'est une turbo-tuerie. Ouais, voilà, il est vraiment dynamique et tout. Voilà, t'as envie de partir à l'aventure. Je sais pas. Ouais, non, justement, j'ai deux autres morceaux voilà, qui évoquent l'aventure, qui rythment, qui te donnent envie de bouger, d'être content, de sourire et tout. Ouais, voilà. Mais là, oui, Cosmos, c'était notre petite passerelle toute douce pour aborder une autre thématique Ouais. de Cowboy Bebop, mais J'ai écouté tout à l'heure aussi, il y a, pour Heavy Metal Queen, ils ont fait une vraie musique, on dirait une musique de Iron Maiden ou un truc comme ça, mais c'est pas du tout un truc repris, c'est un truc vraiment composé, original, qui est vachement cool, ça, vachement bien, sur le coup, la zik. tout est composé par Yoko Kanno, hein, de toute façon. Non, je crois qu'il y a une zik Ouais. qui est repris, mais je sais plus c'est quel épisode, sur le coup, mais c'est juste une fois, mais c'est tout. Bon, après, de toute façon, les morceaux, ça reste une turbo-tuerie. Hein. Yoko Kanno, oh là là. Mais d'ailleurs, fun fact, Yoko Kanno, à la base, elle n'était pas chaude pour faire la musique de la série. Ah ouais. Ouais. Elle disait qu'elle n'était pas à l'aise avec le style jazz Mhm. quand Watanabe lui a parlé du projet. Et parce qu'en fait, elle a dit ça parce qu'en fait, quand elle était à l'école, l'orchestre de cuivre, quand il faisait du jazz, bah, elle trouvait ça chiant. Sur le coup. Et donc, pour elle, c'était un peu la musique de vieux, quoi. Enfin, où tu te faisais chier, tu vois. C'était un peu rédhibitoire pour elle. Ouais, j'ai trouvé que ça manquait de peps et tout, quoi. Et en fait, elle est partie à la Nouvelle-Orléans pour s'inspirer un peu et tout, pour voir un peu ce que c'était. Ouh. Et c'est comme ça qu'elle est revenue avec toutes ces idées-là, et voilà. Si je veux continuer sur le fun fact, par exemple, la musique Tank, donc qui est l'opening, n'était pas censée être l'opening à la base. C'est parce que ils ont trouvé ça stylé, et ils ont dit, ah ouais, on peut faire l'opening avec ça, non? C'est Watanabe qui a dit c'est cool, vas-y, on met ça, quasiment en dernière minute, je crois. Je sais plus. Ouais, clairement. Il faut savoir que des fois, c'est pas toujours la scène qui a donné la musique, mais des fois c'est Watanabe, il a entendu la musique et lui il dit une scène. Par exemple, la chute de Spike, Ouais. avec la musique Greenbird, en fait, c'est quand il a entendu Greenbird qu'il a pensé à Spike qui chute de l'église, machin. Stylé. Tu vois? Vraiment stylé. Voilà. De toute façon, tu sens vraiment qu'il y a des plans avec il y a certains plans, certaines séquences avec la musique, ça match hyper bien. Hein, c'est Ah bah pour ça que je disais que la musique, elle est vraiment indissociable et elle fait partie de l'ADN de la série. Hein. Mm. Que ce soit le nom des épisodes, le terme session, la présence intra-dégétique et extra-dégétique à certains moments. La musique, elle donne le ton vraiment de certaines séquences, l'ambiance. Et ça, on le retrouve d'ailleurs en Samouraï Champloo. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fait partie, je trouve, qui fait vraiment partie du travail de Watanabe. Hein. Bah oui, Samurai Champloo, c'était la musique hip-hop. Mais dans toutes les œuvres de Watanabe, la musique est toujours très très importante, hein, sur le coup. Dans Samouraï Champloo, il y a plein de séquences qui sont juste rythmées. C'est très hip-hop, il me semble. Hein. Du big box, ouais. beatbox, du hip-hop et tout. Et ça va rythmer le combat et toute la séquence va être dynamique. quasiment ultra dynamique. Ouais. T'as quasiment un métronome qui va donner le tempo sur certaines séquences et bim, ça, on envoie les coups d'épée et tout, c'est trop stylé quoi. Et pour info aussi, il y a une musique dans Cowboy Bebop qui s'appelle ELM. Ouais. Et c'est une collaboration entre Yoko Kanno et un guitariste de jazz français qui s'appelle Pierre Bensussan. D'accord. Voilà, donc Cocorico. D'ailleurs, l'opening Tank, moi je trouve que voilà, c'est de la folie. Je le connaissais donc avant d'avoir vu la série, tout ça. Ouais, pareil. Ultra classe. C'est pas sans rappeler James Bond ou l'incroyable travail de Saul Bass, le célèbre artiste graphique américain, qui a notamment fait les intros de Vertigo, de The Man with the Golden Arm ou West Side Story. Parce que là, tu parles du visuel avec les ombres, tout ça. Ouais. Okay. Mais aussi avec les visuels et avec une musique aussi marquante et impactante. Bon, il s'occupe pas de la musique, hein, mais graphiquement, ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Il y a un côté très très Bond, mais aussi très
Bah voilà, comme je disais, ça fait un peu penser au lettrage et aux intros à la West Side Story, avec une musique omniprésente, bien sûr, West Side Story, hein, la comédie musicale originelle. Ou Vertigo, hein, qui a une intro qui est juste folle aussi, quoi. Ouais. Avec des aplats, des coupages de persos, et même Bond, hein, t'as un peu ça dans les openings de Bond. Bah, Bond, ouais, les génériques, ouais, t'as toujours Bond dans le nombre et tout. Ouais, bah oui, carrément. J'y pensais pas, mais oui. Sachant que tout à l'heure, je réécoutais la BO, Mm. et j'ai grillé que dans un des morceaux qui s'appelle Rush, il y a quelques secondes où il y a la mélodie de Bond qui est citée en fond. Exprès. Cette petite intention qui est bondienne, hein, purement, qui est là disséminée dans ce morceau, donc Rush, à un petit moment, pour ceux et celles qui écouteront, qui ont l'oreille. Mhm. C'est quoi, toi, ton morceau préféré? Moi, j'aime bien. Je trouvais pas le nom tout à l'heure, mais c'est Memories. J'aime bien le. Magnifique. Ting, ting, ting. Enfin, je trouve que les premières notes, ça rentre en tête direct. Et que, ouais, c'est tout de suite enfin, je sais pas, il y a tout de suite à côté, bah, ça représente bien la série, c'est tout de suite mélancolique, comme on disait tout à l'heure. Et, Ouais. ça pourrait être dans un film noir, un truc comme ça. Donc, je trouve que c'est plutôt, ouais, c'est peut-être celle qui représenterait peut-être le mieux la série. Parce qu'en vrai, tant que je l'aime beaucoup, mais la série est pas aussi dynamique que ça, je trouve. Pas tout le temps, ouais. Tu vois? Elle est assez posée. Ouais. Elle est assez posée. Tant que je la trouve aussi culte dans le délire, ça me fait penser aux morceaux tout aussi stylés. Et moi, j'aime bien un peu le jazz, et il y a des séries, pour certaines, que j'ai même pas vues en entière, hein, mais dont j'adore l'opening et qui est très jazzy aussi. Bon, ça va forcément, on parlait de Lupin, donc il y a le thème de Lupin qui arrive un peu plus tard, qu'on connaît tous, hein, qu'on avait d'ailleurs utilisé dans notre premier épisode de Stop Motion. Tout premier, ouais. Ça m'évoque forcément le thème de Lupin, mais ça me fait penser aussi au thème en VO, à l'opening de Cobra, qui est magnique. Je crois que je connais pas. Sur le coup. Je crois que je t'ai déjà envoyé, je sais plus, ou pire, je te le renverrai. Peut-être ça me dit un truc, ouais, je sais plus. Et le thème de Captain Harlock, qui est un peu moins jazz, hein, c'est surtout Cobra qui est plus jazz, mais voilà, ça m'évoque toute cette imaginaire un petit peu là, des vieux animés, et avec un petit peu de jazz et tout, et j'aime beaucoup. C'est vrai que ça se fait moins maintenant, ça, sur le coup. Ça se fait moins alors que c'est ultra stylé. Ouais, c'est vrai. Bah moi, je vais donner un morceau que j'aime beaucoup, et Vas-y. je vous encourage à aller écouter en live. C'est Bad Dog No Biscuits. Je suis tombé dessus. Je crois que tout à l'heure, je regardais un youtubeur anglophone là, qui faisait du piano et qui réagissait. Et je suis tombé au moment où il écoutait la musique là. Elle est un peu spéciale, non? Elle est un peu rigolote. Ouais, et puis c'est une grosse session de jazz qui part en cacahuète, qui est juste trop bien. Ouais. Il y a des lives de ça sur le net, et c'est fou. La musique change de rythme et de tempo à un moment, elle change un peu de tonalité, et un petit peu d'ambiance. Au bout d'une minute et demie, je crois, comme ça, 2 minutes, et à peu près la moitié du morceau, je crois. Mhm. Bah, ça a envie de te lever, de danser, ça donne la pêche, t'as envie de chanter, de danser. Je prends un concert de ça, on peut trouver des lives de ça sur YouTube, et les gens ils sont à fond, ça met une super ambiance, et c'est génial, quoi, ça donne envie de ouf. D'accord, ok. N'hésitez pas à aller écouter ça, c'est vraiment une musique avec un rythme génial, et moi je me laisse emporter sans problème. Est-ce que tu as d'autres infos pour nous sur la musique, ou Non, j'ai plus rien. Sur le coup, c'est fini. Je vais donc poser la fameuse question qu'on va se poser à chaque fois, mais est-ce que cette série pourrait sauver l'anime? Oui. Voilà. Enfin, Ouais, ça. Bah ouais, non, mais je pense que c'est bien pour la mettre dans le Panthéon. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Non, je trouve que c'est vraiment une très très bonne série, sur le coup, vraiment avec des personnages attachants, des musiques vraiment prenantes, qui se retiennent, quoi. C'est vraiment, tout est bien travaillé, l'animation, elle est géniale, quoi. Tu vois qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai amour de tout derrière, des personnages, de son œuvre, etc. Que c'est vraiment, c'est une très très bonne série, et c'est tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Voilà. Bah exactement, je suis d'accord avec toi, c'est Panthéon direct. Ouais. Clairement, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Bah là, ouais, je pense que c'est difficile de pas la mettre, en fait, sur le coup, parce que Rien que techniquement, de toute façon. Voilà, objectivement, tu peux pas dire non, sur le coup. C'est juste pas possible, on est d'accord. Ouais. Je pense que voilà, c'est un pinacle de l'animation japonaise, même de l'animation tout court. Ouais, l'animation tout court, ouais. Bon, clairement. C'est une série unique dans son approche. Mm. Et même si, imaginons, j'avais pas accroché pour X raisons, je pense que je soutiens ce genre de proposition. Ça fait vraiment du bien de voir ce genre de... Bah, on aimerait bien en voir plus souvent des comme ça, ce genre de proposition artistique et technique, quoi.
Ouais, je suis d'accord. C'est plutôt ma cam. C'est voilà, une série touchante pour si vous avez la chance d'être touché, bien sûr, ça sera pas le cas de tout le monde, il y a aucun problème. Mais Oui. moi, ça a marché sur moi. Je trouve qu'elle est touchante, qu'on peut aborder de mille et une manières. C'est bourré de talent, c'est rempli de fun. Après, moi, j'ai eu du mal avec les 2-3 premiers épisodes, j'avais pas accroché de ouf. Faut le temps. La première fois, j'ai eu du mal aussi. Et je trouve que pour moi, ça va mieux quand ils sont vraiment l'équipe des 5, quoi. Enfin, des 4. Ouais, enfin, je comptais le chien. Il faut le temps si on est porté, faut le temps de se laisser porter sur quelques épisodes, je pense. Ouais, c'est ça, clairement. C'est réalisé par des passionnés de la musique, du cinéma, de la littérature, j'en passe. C'est un melting pot de talent bien coordonné. Je terminerai par c'était un beau polar néo-noir, entre autres, c'est ce que vous voulez en vrai. Qui pue la clope, la mélancolie, avec des protagonistes qui se la jouent je m'en foutiste, sans attache aux autres, mais qui sont terriblement humains et attachants tout de même. Et voilà. Ils sont seuls, bouffés par leur passé, mais on peut avoir la chance de les aimer si vous accrochez. C'est cool, c'est hors norme. C'est vraiment une série peut-être aussi un peu hors du temps. Ouais, un peu, ouais. Ne mettons pas d'étiquette dessus, comme le souhaite Watanabe à la rigueur. Bah, c'est un peu compliqué, je trouve. En fait, de mettre vraiment c'est compliqué aussi. Ouais. Parce qu'il peut dire, ouais, c'est un truc de SF, mais bon, au final. Bah, pas que, ça peut être juste une excuse, la SF. Voilà, et au final, j'ai l'impression qu'il l'a plus pris parce que, comme on le disait au début, Bandai lui a demandé de faire un truc dans l'univers SF, mais lui, en fait, il a fait autre chose, tu vois. Enfin, il a fait un truc, polar noir, comme on disait. Il s'est dit, c'est ma contrainte, ma problématique, bah, voilà. Ok, bon, ça sera mon fond, et puis après, on va broder autour. Ouais, c'est ça, il a plus pris ça comme un background, comme un background, quoi, comme un décor. Que comme vraiment les thèmes du truc. Même s'il y en a quelques-uns quand même qui sont un peu thèmes C'est SF. sa toile et il a peint dessus, il a dessiné dessus et il s'est juste dit je vais pas m'arrêter à ça quoi, j'ai un fond bleu, on va faire un truc avec ça quoi. Ouais c'est ça, clairement. Et ben voilà. Donc c'est double panthéon pour nous deux. Yes. Bah ça fait plaisir. On a enfin sorti cet épisode. Ouais. Bah, on espère que ça vous plaira. On n'a pas tout couvert, il y a énormément de choses à dire sur Cowboy Bebop. Beaucoup de gens en ont parlé avant nous et beaucoup de gens en parleront après nous. Voilà, on a essayé de l'aborder de manière un peu plus personnelle. Et notre seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir eu Claire avec nous. Oui. Mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. On revient très vite de toute façon tous les trois et on sera à 3 la prochaine fois pour le prochain Ultimate. Ouais. Moi j'ai pris beaucoup de mes infos dans un livre qui s'appelle Cowboy Bebop Deep Space Blue chez Third Edition, écrit par Rémi Lopez, voilà. Merci pour ce super livre Third Edition et bien sûr Rémi Lopez. Oui, merci. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on pourrait nous suivre, Ista, s'il te plaît? Tu peux nous suivre donc sur Twitter et Instagram @StopMotionPod. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, que ce soit sur les comptes, les plateformes d'écoute ou sur les réseaux sociaux si vous voulez nous suivre. Et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Yes. Merci pour vos écoutes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Plus vite que la dernière fois, normalement, on espère. Oui, ça ira mieux normalement. Elle est plus courte la prochaine. D'ailleurs, on annonce ou pas? Bah oui, carrément, vas-y, je te laisse, je t'en prie. Alors, le prochain épisode de Ultimate sera... Attends, les formateurs. Violet Evergarden. Je le dis trop bien. Notamment dispo sur Netflix. Voilà, on fait genre, on vient à tir au sort, mais non, ça fait longtemps et on a déjà quasiment fini la série. Voilà. Yes. Pour les coulisses de l'émission. Yes. Bah, sur ce, on vous dit see you Space Cowboy. See you Space Allez, Samurai. Si tu veux, Samurai Pizza Cat. In the ground, the quiet screams, but I refuse to